La guerre d'Irak, on l'a fait pourquoi, en fait? La guerre de Syrie, pourquoi on l'a fait? La guerre d'Ukraine, pourquoi l'a-t-on fait? Moi, je veux savoir sur quoi je suis encore complotiste. Non, parce que après, c'est peut-être pas moi qui décide. Et ce n'est même pas une victoire stratégique. Car le système qui a créé les woke nous enverra autre chose dans la gueule. Laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que CyberGhost VPN. Alors c'est un peu comme un garde du corps pour ta connexion internet mais version digitale. Que ce soit pour éviter que ton fournisseur d'accès à internet espionne, parce qu'il le fait, tes moindres faits et gestes, ou que tu n'aies juste pas envie que des hackers jouent à qui veut gagner mes infos privées. Et bah dans ce cas-là, CyberGhost VPN débarque prêt à te protéger comme une véritable forteresse virtuel. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment ça marche? Concrètement, cette histoire de VPN, eh bien, CyberGhost VPN te donne accès à des serveurs ultra sécurisés dans plus de 100 pays. C'est pratique, non? Que ce soit pour masquer ton adresse IP, pour crypter ton trafic Internet et même pour faire disparaître toutes tes traces numériques, CyberGhost VPN te permet de naviguer sur le web comme si tu étais, en quelque sorte, un fantôme. Très discret et très efficace. Pas oublier que Internet, c'est pas exactement un endroit où il fait bon se balader sans protection, tout comme quand tu revois ton ex. Mais c'est pas tout. Et non, c'est pas tout. Si jamais tu veux contourner des géoblocages sur des plateformes comme Netflix, YouTube ou 40 autres services de streaming, CyberGhost VPN te permet de te connecter à des serveurs spécifiques dans les différents pays. Tu peux ainsi accéder à du contenu géorestreint, qu'il soit vidéo, audio et même parfois des jeux en ligne sans te poser la question de savoir si tu es bloqué dans ta région. Et ça, c'est super pour le marathon des séries ou les jeux en ligne qui te font faux bond, n'est-ce pas? Et comme bonus, ils conservent aucun log, aucune information de ton activité. Zéro, nada. D'ailleurs pour ça qu'ils comptent aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs avec une super note sur Trustpilot. Et on n'oublie pas la cerise sur le McDo, c'est la possibilité avec un seul abonnement de connecter jusqu'à 7 appareils simultanément. Donc ton PC, ton smartphone, ta tablette et pourquoi pas ta Smart TV, tout ça pour être protégé en même temps sur tous ces appareils. CyberGhost, c'est un peu en quelque sorte ton héros numérique prêt à intervenir dès que tu veux naviguer en toute sécurité tout en évitant les pièges du web et Dieu sait qu'il y en a. C'est le moment idéal pour vous procurer CyberGhost VPN et en utilisant le lien dans la description, vous bénéficiez d'une réduction de 83% et vous obtenez également 4 mois gratuits. Et comme ils ont une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout est sans risque pour vous. Alors, utilisez le lien que je vous ai mis dans la description, téléchargez CyberGhost VPN et commencez à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de l'Inquisital qu'on avait commencé l'année dernière avec notre très cher camarade Pierre-Yves Rogeron. Pierre-Yves Rogeron, bonjour. Vous êtes, tu es, on peut se tutoyer, président du Cercle Aristote, diplômé de sciences politiques et de l'école de guerre économique, me semble-t-il, figure éminente du souverainisme français, directeur de la revue et de la maison d'édition Perspective Livre depuis 2011, en faveur du Frexit, on y reviendra. Le programme de l'entretien, alors ça va être évidemment tes sujets de prédilection, l'actualité internationale, peut-être un peu l'actualité militaire, puisqu'on va aborder les discours extrêmement bellicistes et pessimistes de notre très cher président Emmanuel Macron, l'actualité nationale, et j'aimerais qu'on fasse un petit détour auprès du bonheur des Français qui, depuis 20 ans, 30 ans, est en chute libre, et c'est un sujet que j'ai longtemps abordé sur ma chaîne, et j'aimerais avoir l'avis d'un spécialiste là-dessus. Sur l'actualité internationale, tu n'es pas sans savoir que la guerre est aux frontières de la France. J'ai appris ça. Je pensais que c'était en Ukraine, non, c'est aux frontières de la France. Et j'aimerais commencer cet entretien avec la confrontation récente entre Donald Trump, J.D. Vance et Zelensky, qui a montré vraisemblablement une fracture entre les États-Unis et l'Ukraine, mais en fait plus généralement entre la nouvelle perception qu'ont les États-Unis de leur propre impérialisme et l'Europe. L'Europe qui se retrouve un peu sans patron, sans chef. Et on peut se demander, est-ce que cette confrontation est une si bonne nouvelle pour nous, souverainistes, puisqu'on
on risque d'arriver à un moment où l'Europe se dit qu'elle doit prendre le lead, si j'ose dire, dans ce conflit ukrainien et peut-être redoubler d'efforts pour que cette guerre continue. Alors, je pense que sur le fond du fond, c'est une excellente nouvelle que les États-Unis se pensent différemment parce que ça détruit l'arrière-monde des élites vérolées, françaises en particulier, et d'Europe de l'Ouest de manière générale, c'est-à-dire nous pouvons faire n'importe quelle sottise, les États-Unis épongeront ça avec le sang des GI. C'est-à-dire, grosso modo, ils sont dans le mythe de 45, alors que la réalité militaire de 45, c'est que près de 70% de l'effort de guerre du Reich a été dégommé par l'armée rouge. Mais pour eux, les Américains viendront nous sauver. Tu sais, d'ailleurs, les Guignols en avaient fait un personnage à travers la figure d'Alain Madelin, qui était le personnage dit de Manche-Boule, tu vois, qui arrivait en disant oui, mais c'est pas grave, les Américains vont nous sauver. Et tu avais Sylvestre qui lui répondait non, Manche-Boule compte plus trop. et en réalité, tu vois, c'est le syndrome de Manche-Boule. Tu vois, les Américains, de toute façon, ils viendront. Moi, je me rappelle, alors plus personne ne se rappelle de ce type-là, et en plus, il est décédé d'un député LR, à l'époque UMP, qui était monsieur Raoult, qui un jour disait, mais de toute façon, si les Français nous veulent du mal, c'est pas grave, Blackwater viendra nous sauver. Bon, Blackwater, c'est fait pour piller Haïti. C'est pas fait pour défier l'armée française, tu vois. Puis il y a eu pas mal de scandales. Tu vois, et puis maintenant, si tu veux, ça a changé de nom 2 fois depuis. Académie, je crois. Académie, tu vois, ça a changé de nom 2 fois depuis, pas tout à fait pour rien. Ouais. Hein, parce que, si tu veux, en Irak, ils ont surtout allumé des cortèges de mariage, Oui. la mitrailleuse lourde, ce qui fait quand même des trous. Donc, bon, ça veut dire la moitié d'anciens taulards, ça fait quand même quelque chose. Or, enfin, moitié ou un peu moins, mais malheureusement, c'est une grosse minorité. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, de toute façon, l'Union européenne voulait être le deuxième pilier de l'agressivité mondialiste. Sur tous les sujets, sur tous les conflits, l'Union européenne a fait le jeu du pire. Elle a soutenu le boucher des Grands Lacs, elle a soutenu Kagame depuis la fin des années 90. Hein. Charles Nana a écrit des ouvrages définitifs sur cette question. Elle a soutenu le boucher des Grands Lacs. Elle a applaudi des 2 mains et des 2 pieds la destruction de l'Irak. Il faut voir que si nous avions eu une politique étrangère européenne, les soldats français auraient été obligés d'aller dans cette horreur, nous aurions eu des tués, et il y a eu 1 million d'Irakiens massacrés. Pourquoi ? On cherche encore. La fiole. Oui, et puis surtout les contrats d'Haliburton, hein, parce que il y a bon, le vilain pognon. Donc, je te rappelle que l'Union européenne, qui est normale, elle est sur le point de croix de la géopolitique allemande, a les milliers de morts de la guerre de Yougoslavie sur la conscience, qu'elle a applaudi des 2 mains des 2 pieds aux islamistes en Syrie, 300 000 morts la bagatelle, et que bien sûr en Ukraine, mais on pourrait dire également en Géorgie, et demain peut-être ailleurs. Je te rappelle que la doctrine de l'Union européenne est quand même quelque chose d'obsidional que l'ancien de Dingo, là, l'espagnol avait résumé en disant l'Europe est un jardin, le monde entier est une jungle. Moi, je demande les adresses des dealers parce qu'il n'y a pas de raison que nous on fume de l'herbe classique face à ça. Tu vois, il n'y a pas de raison. Moi aussi, j'y ai droit. Tu te rends compte, tu vas dire à la Chine millénaire qu'elle est une jungle. Enfin, si tu veux, n'oublie pas que l'Union européenne a et ça, malheureusement, il faut le reconnaître pour pouvoir en guérir. Elle a une sorte d'arrière-monde colonial qu'en plus elle ne paye pas vu que c'est le Boys du Kansas qui le paiera à la fin. Donc, si tu veux, leur nuisance, que la guerre d'Ukraine, tu vois, Kamala Harris serait là, il serait tout pareil. C'est-à-dire, il nous faut plus de pognon, plus de machin, il faut que la guerre soit de pire en pire. Là, tu as le chef du renseignement allemand qui veut qu'elle dure jusqu'en 2030. Oui. Si tant est que ce soit possible pour la population ukrainienne. Justement, on va y venir. Là, l'avantage que Donald Trump et J.D. Vance, et c'est d'ailleurs ce qu'ils mettent dans la figure de Zelensky, ils lui mettent le principe de réalité.
c'est les phrases terribles de Donald Trump dans cet entretien qu'il faut regarder dans son intégralité parce qu'il dure 45 minutes. Et qui se passe relativement bien avant leur... Et qui se passe relativement bien. La seule chose, c'est que l'autre était là pour cracher par terre, et on en veut au président des États-Unis de ne pas éconduire un mec qui crache par terre dans le bureau ovale. À un moment, les règles de la diplomatie classique sont les mêmes depuis des siècles. Elles représentent le plus haut degré de civilisation auquel nous sommes arrivés. Si on veut que ces règles régressent, et le conflit ukrainien est un conflit particulièrement régressif, eh bien, très bien. Je ne suis pas certain qu'un surcroît de barbarie nous sauvera. Je le dis sincèrement. Or là, on lui rappelle juste qu'il est un chef d'État. Oui, avec un statut tout à fait particulier, parce que je rappelle que ça fait quand même plusieurs mois qu'il aurait dû laisser le pouvoir. Mais allez, admettons, c'est l'état d'urgence, admettons. Beaucoup de partis interdits d'ailleurs. Je crois 13 partis interdits, plus un nombre d'opposants en prison. Bon, moi je veux bien, si tu veux, moi c'est ce que je dis à mes amis nord-coréens, apprenez à faire du piano avec vos parties nobles et tout est pardonné. Donc, tu vois, après tout, il a déjà une coiffure tout à fait exotique, il peut tout à fait prendre les pratiques zélenskiennes, parce que voilà, et puis bon, si tu veux, il doit bien avoir un piano à Pyongyang. Donc, tu vois le problème, c'est que nous sommes face à un homme qui arrive, et Trump lui dit, vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale et vous n'avez pas de carte et vous jouez avec le sang des vôtres. C'est ça les deux phrases les plus importantes. Je rappelle que ce mec-là se permet d'insulter en russe, avec, alors les traductions diffèrent. Souka, je crois, c'est... c'est une insulte sur la parentèle de J.D. Vance. Voilà. Si tu veux, on peut ne pas aimer J.D. Vance, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que dans la diplomatie classique, quand t'es face au président, au vice-président des États-Unis, t'évites de leur dire d'aller s'étendre avec leur mère. Ou alors, tu vas être traité comme tel. Il y a pas de problème. Or, qu'on pense que Zelensky a fait ça, qu'on ose le comparer à Churchill, prouve juste que le mondialisme est une maladie de la dégénérescence de l'Occident, si tu veux. Le gauchisme était la maladie infantile du communisme, le mondialisme terminal devient la maladie du grand âge de l'Occident. Enfin, profondément, c'est une démence sénile. C'est une démence sénile, et d'ailleurs, tu les vois. Oui, on va faire la guerre. Vous allez faire la guerre avec quoi ? Vous avez insulté nos soldats. Vous avez transformé une partie des meilleurs soldats au monde, qui sont les soldats français, vous les avez transformés en des vigiles par le plan Vigipirate qui sert à protéger des boîtes à pas cher. Vous en avez fait des vigiles. T'as des gamins qui ne font pas plus de 5 ans parce que pour eux, l'armée ne leur offre plus d'aventure et ne leur offre plus le sens du service. On a un nombre incalculable de gamins qui ont mangé leurs flingues. Et c'est les mêmes mecs qui, à chaque fois qu'ils avaient une idée à la con, européiste, creusage de dette, hocher pour immigrer, disaient mais c'est pas grave, on a le budget militaire pour se servir dedans. Ces mecs-là ont fait ça pendant 40 ans, et maintenant, tu vois, c'est Guimauve le conquérant, tu vois, et maintenant, il faudrait que, parce que ces mecs-là ont des envies de kaki, un peu, tu sais, comme Tati Daniel a comme certains vieillards acariâtres ont des envies aujourd'hui, je vais manger de la vanille et du chocolat, tu vois, qui n'est rien de plus qu'un retour d'enfance dans la démence du grand âge, parce que ces gens-là d'un seul coup ont une envie de kaki, faut tous qu'on se mette le doigt sur le pantalon pour aller faire une guerre qui est déjà foutue, qui est déjà perdue, où il y a quand même 1000 tués en moyenne par jour. Ce qui veut dire que si l'Union européenne, et c'est la seule chose qu'elle peut faire, fait traîner les négociations, mettons, pendant 2 mois. J'ai pas un duck de maths, pour moi ça fait 60 000 morts. 60 000 morts. Alors, tu me diras, pour ces gens-là, comme de toute façon, ils sont dans la diplomatie des valeurs, ils sont responsables de rien. Hein, ils sont guidés par le doigt de Dieu, si tu veux. Or ça fait des irresponsables. Tu vois, ils sont passés d'une irresponsabilité à une autre. C'est qu'avant, leur responsabilité était sur le dos du GI. Maintenant que le GI veut plus y aller,
Ils vont faire passer ça sur nous, on est la diplomatie et des valeurs. Zelensky devient Churchill. Le soldat ukrainien devient l'équivalent du GI, c'est-à-dire que c'est lui qui va payer pour qu'on ait la conscience tranquille. Comment t'expliques, parce que c'est un truc qui me marque beaucoup. J'avais un peu vu ça pendant le Covid, qui est une période de vraiment, c'était le cercle Pinder, au niveau des déclarations, politiques. Mais il y a une vraie fascination aujourd'hui des dirigeants européens et français, en la personne d'Emmanuel Macron, pour le fait de la guerre, pour la violence. Alors même au-delà des contradictions qui consistent à être en guerre avec la Russie, mais pas arriver à porter ses couilles avec l'Algérie, comment t'expliques cette fascination de nos élites pour la guerre, pour la violence? La fascination des civils pour les armes. C'est un des faits de la déchéance de l'Occident, c'est la militarisation de la pensée des civils. Tu le voyais déjà à l'époque de Barack Obama autour d'Hillary Clinton. Tu avais en face de toi des mômes, frais et moulus de grandes universités démocrates, trop grands pour leur costard, enfin trop petits pour leur costard ou le costard trop grand pour eux, omnubilés par le pouvoir des armes, n'ayant aucune connaissance militaire. Et malheureusement, tu vois, moi, c'est dur, on pense que je suis très militariste. Je ne suis pas je suis pas du tout militariste dans le sens du 19e siècle. Je dis que la guerre est un principe de réalité. Parce que c'est la matérialité pure, la guerre. Tu vois, tu sais, j'avais un copain qui donnait le cours d'introduction aux sciences militaires à Sciences Po et qui a été viré très rapidement parce que on a dit qu'il était violent avec l'imaginaire des élèves. Pourquoi? Parce que un copain, un mec qui tourne autour du cercle, quoi. Et il avait ouvert sa sacoche et il avait fait voir des armes, des armées, bien sûr. Des armées, bien sûr. Tu vois, des cartouches vidées, etc. Pour apprendre une chose, c'est que à la base, la guerre, c'est ça. Tu vois, le général de Gaulle avait une phrase que j'aime beaucoup, sur ça, il disait, la guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre, les lapins tirent. Or, tu vois, un obus, c'est ça. Une balle, c'est plusieurs centaines de mètres par seconde. Personne ne court plus vite qu'une balle. C'est la première leçon de la guerre. Tu vois, donc, mais pour eux, tout ça, c'est loin. Tu vois, pour eux, la guerre, c'est même pas un fait politique, ce qu'elle est dans notre culture. La guerre, n'oublie pas que sur les canons royaux était marqué le terme ultima ratio, le dernier argument des rois. Pour nous, la guerre est un fait politique. Eux, ce sont des gens qui viennent de l'impolitique ou de l'infrapolitique. Pour eux, la guerre est positive. Pourquoi? Parce qu'elle permet de faire porter des valeurs qui sont les leurs, des valeurs de bonne conscience, à la société. Ce qui fait crever la classe sociale des fils de prole dont tout le monde se fout, et on peut se dire, voilà, moi j'ai mes gens. Tu vois, c'est un système pour eux c'est un système féodal. Moi j'ai mes gens. Tu vois, tu vois, je m'ennuie, je compense par une violence, et après derrière on fait quelques affaires parce qu'il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Mais tu vois, comme ils ont désappris la politique, ils pensent qu'on peut tout faire avec une baïonnette, mais on peut tout faire avec une baïonnette peut-être, sauf s'asseoir dessus. Tu vois, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. La guerre est un fait politique. L'armée est un corps spécialisé pour faire la guerre. La guerre te donne un avantage pour pouvoir faire une paix politique. Mais tu ne gagneras jamais la guerre si tu ne sais pas ce que tu veux. Ce qui compte, c'est les buts politiques de la guerre. Poutine a des buts de guerre. L'Occident a des buts de guerre dans les guerres impériales qu'il a, mis à part le pillage. La guerre d'Irak, on l'a fait pourquoi, en fait? La guerre de Syrie, pourquoi on l'a fait? La guerre d'Ukraine, pourquoi l'a-t-on fait? Alors, t'as le blabla. Ok, d'accord. Mais au-delà du blabla, c'est pour ça que nous perdons toutes nos guerres. On peut même les gagner militairement, on perdra la paix derrière. Tout simplement parce qu'on ne sait plus faire de politique. Et tu vois, comme quelqu'un qui, tu sais, comme, c'est ce que j'appelle soit le syndrome du bunker, soit le syndrome de la guêpe d'été. Pour moi, c'est la même chose. C'est l'état de nos élites occidentales. Tu vois l'été. T'as déjà vu ça? Une guêpe qui tape à ta fenêtre.
Elle va taper jusqu'à ce qu'elle en crève. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va paf, paf. Tu dis, c'est vachement con, Niep. Mais, ils se font pareil. Ils tapent, puis à un moment, ils tombent. C'est la matérialité qui les fait tomber. Et pourquoi ils tapent? Tout simplement parce qu'ils ont ce syndrome d'enfermement mental, ils ont ce syndrome du bunker, ils le font payer aux autres, mais par incidence, hein. Je veux dire, ils enverront des soldats, ils peuvent envoyer des soldats français mourir, ils s'en foutent. Mais tu vois, ils le font pas pour envoyer les soldats français mourir. Ils le font parce que dans leur système de pensée, ils peuvent pas reculer. Ils peuvent pas reculer parce que ça les oblige à avoir un rapport politique à l'autre. Et un rapport politique à l'autre, c'est un rapport de base de reconnaissance. Prenons 2 exemples. Un rapport diplomatique, c'est-à-dire, oui, Vladimir Poutine existe. Il est chef d'État. Quoi qu'on pense de lui par ailleurs. Et donc, en diplomatie, on doit lui parler. Oui, mais on fait la guerre avec. Oui, mais justement, c'est parce que tu fais la guerre avec que tu dois encore plus lui parler. Nous avons raisonné comme ça pendant 2500 ans et c'est comme ça que la civilisation parle. Nous? Bien non, nous on parle pas avec le mal. Donc la diplomatie, c'est le fait de serrer la main de diable. Bon, ok. Donc, ok, pas de diplomatie. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le mal? On l'extermine. Ok. T'en as les moyens? Non, t'en as pas les moyens. Donc, tu vas tuer de braves types qui sont tes soldats. Tu vas jouer avec la vie de pères de famille ukrainiens qui vont mourir par ta faute. Juste parce que tu ne veux pas admettre que le monde ne se réduit pas à ton nombril. Or, c'est ça l'occidental d'aujourd'hui, c'est ça l'européen d'aujourd'hui. Or, les Américains ont décidé, c'est ce que Trump a décidé. Trump, qu'est-ce qu'il dit à Zelensky? Il dit, c'est moi qui négocie en ton nom, c'est moi qui suis en train de te sauver la mise du con. Et toi, tu me craches sur les godesses? Je te demandais pas un merci, mais quand même. Tu vois, le glavio sur les hauts, sur les grolles, on aurait pu éviter quand même. Hein. Or, Zelensky, lui, il a un jeu totalement personnel sur lequel je peux revenir si tu veux, mais il a un jeu qui n'est pas idéologique. Lui, il a un jeu qui est, tu vois, c'est un jeu de talent. Tu vois, au sens de l'ancienne monnaie. Hein, tu vois, des talents d'or. Tu vois, lui. Tu lui reconnais aucune. Je vais y venir. Oui. Je te termine ça, mais t'en fais pas. Je vais y venir. Parce que je lui reconnais un talent, mais je suis pas certain que ça mérite qu'on se roule par terre pour autant. Le problème, c'est que quand tu as un rapport politique à l'autre, ce que on appelle, là, tu vois, tu as un très bon article qui était dans le Guardian, si mes souvenirs sont bons, sur la diplomatie transactionnelle de Donald Trump. Le terme est très bien choisi. Alors on dit, c'est horrible, il y a une diplomatie transactionnelle, mais ok. Un État, ça n'a pas d'amis, un peuple, ça n'a pas d'amis. D'accord? C'est-à-dire que quand un peuple entretient un rapport avec l'autre, il y trouve du bien, du pas bien, donc à la fin, ça devient un bilan comptable. Oui, d'accord. Ok, c'est pas glamour, c'est pas romantique. Si tu veux. Bon, après, j'ai jamais vu de gens faire de la grande politique après coup de foudre à Notting Hill. Mais bon, pourquoi pas? Or, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Donald Trump, il fait cette diplomatie transactionnelle. Les Européens, eux, restent sur la diplomatie des valeurs, c'est-à-dire je te suis intrinsèquement supérieur. Il n'y a pas de monde commun entre toi et moi, tu incarnes le mal parce que c'est moi qui suis en droit par ma supériorité intrinsèque de décréter qui est le mal et qui ne l'est pas, et donc tu rendras gorge. Évidemment, derrière, tu as des petits intérêts très très mesquins, mais ça, on va pas noircir une si belle chevalerie. Le problème, c'est que ça, c'était tenable quand on avait la puissance technologique et la puissance démographique. C'était tenable à la rigueur, c'était déjà débile. Ça nous a fait perdre un temps colossal avec une pensée coloniale idiote. Mais, là aujourd'hui, parce que nous avons détruit le meilleur de ce que nous étions et que nous l'avons fait nous-mêmes, la Chine n'y est pour rien, l'islam n'y est pour rien, que sais-je, les chicanos pour les États-Unis n'y sont pour rien. La destruction de l'Occident est un inside job. Nous l'avons fait nous-mêmes. Donc soit on a la décence de le reconnaître et de se dire qu'est-ce qu'a cloché, qu'est-ce qu'on a fait et qui a fait. Soit nous allons criminaliser chez les autres le meilleur de ce que nous avons été. Moi, tu vois, quand on me dit oh, t'as vu le développement autoritaire de l'Asie, je fais quoi? Ils font des États stratèges? Ils font des industries de défense? Ils font des peuples qui veulent se battre? Oui. C'était nous dans les années 60. C'est-à-dire que vous en voulez aux Chinois,
vous en voulez aux Japonais, vous en voulez aux Coréens, vous en voulez aux Vietnamiens, vous en voulez aux Indonésiens, d'être le mieux de ce que nous avons été. Jamais j'en voudrais à un mec de faire, peut-être même parfois mieux que moi, ce que j'ai fait de mieux. Je m'en veux de ce que je suis devenu de pire. Tu vois ? Or, l'Occident préfère, par haine, une haine profonde de lui-même, criminaliser ce qu'il a fait de lui une puissance dominante pendant plus 2 siècles que 5 siècles. Les mecs qui me disent on a dominé le monde pendant 5 siècles, et ouais, bon. L'historiographie du développement vous donne pas tout à fait raison, les mecs. Hein. Mais justement, pendant les siècles où nous avons dominé certainement d'une mauvaise manière. Mais nous avions tout de même des vertus. Vertus que nous aurions mieux fait d'utiliser pour devenir meilleurs nous-mêmes, plutôt que d'aller les exporter à coups de latte. Bon, les erreurs qui ont été faites ont été faites. Maintenant, l'avantage, c'est que nous sommes en face d'hommes tout aussi vertueux que ce que nous étions en face de nous. Et que nous pouvons co-gérer ce monde face à des hommes qui sont des nationalistes, et donc des hommes qui sont dans une dynamique normale de protection et d'extension de leur être. Donc nous pouvons parler à ces hommes. Mais nous, là, tu vois, nous sommes en train de vouloir faire des guerres pour conserver ce que nous avons été de pire. C'est-à-dire que tu ne troubleras pas tu vois, la réalité passera pas. Tu ne troubleras pas par réalisme, par stratégie. Tu vois, c'est ce qu'on dit à Donald Trump. Vous ne troublerez pas notre décadence. Vous ne troublerez pas notre dégénérescence. Et comme disait Philippe Murray, nous gagnerons parce que nous sommes les plus morts. Et tu vois, si tu veux, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que, tu vois, l'Europe se jette. L'Europe, par peur que l'histoire que l'histoire l'accepte de nouveau, nous nous jetons dans ce que nous sommes de pire. C'est-à-dire que bientôt, tu vois, il suffit de voir les communications du service d'action extérieure, donc des diplomates de la Commission pour le savoir. Bientôt, on nous exhortera à faire des guerres pour sauver les gay pride, pour sauver les machins, sauver les trucs, parce que le mondialisme est touché au cœur, parce que l'Amérique s'en débarrasse pour revenir à un impérialisme classique. Oui, bien sûr, ils sont américains. C'est le peuple élu du Second Testament, tu croyais quoi ? Qu'ils allaient devenir des démocrates suédois ? Non. Bon, ok, d'accord. Mais moi, je préfère dialoguer avec un nationaliste américain, ce qu'est Vance, plutôt que de dialoguer avec un demi-taré, si tu veux, un demi-taré Bosch de la Commission, qui pense que l'Europe détient l'assomption du monde par la gay pride, tu vois. Puis il y a d'autres Allemands qui pensaient ça à l'époque. Tu vois, t'as quand même un des deux. Il y en a un qui nous fait même pas une guerre. Il est, lui, dans un processus d'extension. À toi de lui résister. Mais l'autre, il est dans une guerre anthropologique contre toi et moi. Et une guerre anthropologique, c'est une guerre d'extermination. C'est terrible, mais c'est comme ça. Tu vois, à la fin, c'est le système Highlander. À la fin, il en restera un. Or là, tu vois, je voyais quelqu'un pour lequel j'ai pas une affection sans borne, qui est le sénateur Pozzo di Borgo, qui disait j'ai jamais cru que l'Union européenne était en guerre contre les peuples, mais avec ce qui se passe en Roumanie, je commence à me tâter. Bon, j'ai gentiment écrit, ça fait 40 ans la Belle au bois dormant. Hein. Donc mais oui, il y a un aspect guerre contre les peuples, c'est-à-dire que ils vont nous normer pour faire de nous des lemmings. C'est-à-dire que ils veulent même pas nous détruire, mais la manière dont ils vont nous normer va acter notre destruction. Donc soit nous leur résistons avec la force de l'anthropologie, c'est-à-dire la force des pères de famille. C'est-à-dire nous voulons vivre, nous voulons que nos enfants vivent libres sur nos terres, au nom de ce que nos vieux nous ont laissé. Tu vois ? C'est-à-dire soit on s'oppose à eux avec ça, soit ils nous ruineront, ils nous rinceront et ils nous détruiront. Même pas par volonté, par incidence du projet qui est le leur, qui est le mondialisme. Ça a existé, ça a été pensé dans les années 70 à peu près, on peut revenir dessus si tu veux. Ça s'est réalisé comme Pax Americana dans les années 90.
Ensuite, c'est devenu un fait totalement idéologique pour les Européens qui étaient trop contents de se lever dans l'impérialisme démocrate complètement fondu des années Clinton jusqu'à nos jours. Et ben maintenant, ce temps se termine et les laquais de l'Empire se raccrochent, tu sais, exactement comme certains barbares se sont raccrochés à la tunique déchirée de Rome parce qu'ils faisaient partie du barbarum. Ils disaient mais nous aussi on est des Romains, nous aussi. Non, vous l'avez jamais été. Mais et tu vois, ils voyaient l'Empire se terminer, ils ont essayé de s'accrocher à ce qu'il en restait. Ben là, c'est pareil. Les Européens s'accrochent au reste de l'Empire occidental, là où les Américains ont décidé de se sauver en tant que nation. En tout cas, il y a a priori une partie non négligeable du peuple américain qui a décidé de vivre. Et malheureusement, les élites européennes ont décidé que leur peuple devait porter la révolution de l'inclusivité, arc-en-ciel, appelle ça comme tu veux. Là, devait porter la révolution mondialiste jusqu'au bout, ce qui va avoir comme simple effet de les faire crever. Ah bah là tu lèves un vieux thème rougeronien si je puis me permettre, parce que si tu veux ça fait 2 ans que mes équipes ne travaillent que là-dessus. Ça fait 2 ans que vidéo à l'appui que je dis vous voyez si Donald Trump est élu, l'Europe va devenir ce que j'appelle le Fortin EHPAD. Tu vois, c'est-à-dire que et d'ailleurs ce que je craignais et là encore déclaration à l'appui. Ce que je craignais est arrivé, ce que mes gars craignaient est arrivé. Toutes les forces mondialistes mondiales, à l'échelle mondiale, se sont repliées sur l'Europe parce qu'elles ne se sentent plus en sécurité aux États-Unis. A raison d'ailleurs. Vu que s'il double ce qu'il a fait à l'UNCED par la NED, t'as beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes de pognon bientôt. Or, grosso modo, tu prends un triangle Berlin, Francfort, Bruxelles, tout le monde est là. Tout le monde est là. Y compris ceux qui voulaient quitter l'Europe. Tu vois, par exemple, c'est l'exemple que je donne beaucoup. J'ai eu la chance de publier un mec remarquable qui s'appelle Thibaut Carlerzin, qui est le meilleur spécialiste de la guerre par ONG interposée que je connaisse. Et surtout le plus grand spécialiste de l'Open Society. Universitaire, il a travaillé lui-même en fondation pour, un mec costaud. Et il a fait un bouquin chez moi qui s'appelle Soros l'Impérial. Bon. Où t'apprends quoi? Bah, t'apprends tous le mécanisme de ce qu'est l'Open Society. On lui avait fait faire 2 rapports parlementaires quand j'étais à Bruxelles, dont un sur l'implication de l'Open Society dans les circuits de migrants. Intéressant comme sujet. Bon. Alors, tu apprends quoi? Alexander Soros, qui a donc succédé à son père, qui n'en a pas la stature intellectuelle, soyons honnêtes, mais qui est quand même quelqu'un de redoutable et qui, je te rappelle, est un des copains comme cochon de Macron, parce que tu sais, Macron a cette sale habitude qu'il a avec Trudeau, mais qu'il a aussi avec le fils Soros, tu vois, c'est qu'il est obligé de te palper, tu vois. Il y a un truc chez ce type-là, tu vois, il y a un truc, tu vois, il y a un truc, tu sais, qui dans le temps était réservé, tu sais, aux mecs qui traînaient autour des écoles avec des imperméables, tu vois, il a un besoin malsain de mettre les pattes sur toi, tu vois, donc, et le fils Soros, lui, avant tout, se définissait comme un agent chinois. Donc, et là, il rebrousse chemin, au lieu de transférer les activités en Asie, il revient, aussi pour une raison, c'est qu'aller se battre avec la sécurité d'État chinoise sans l'aide de l'État américain derrière toi, c'est suicidaire. Totalement suicidaire. Mais j'aurais bien aimé qu'il le fasse. Le problème aurait été la question aurait été vite réglée. Mais le problème, c'est qu'ils se disent, bon, bah, ils sont dans ce qu'on appelle en stratégie une stratégie d'attente, c'est-à-dire, bon, Trump n'est pas dans un mandat de 4 ans. Je le rappelle, je sais que je le fais à chaque fois, je sais que ça casse un peu le mythe de tout le monde. Le système institutionnel américain est d'un rapport de 2 fois 2 ans. Ce n'est pas un rapport de 4 ans. Merci. Non, parce que si tu veux, t'as une droite, rappelle-toi, c'était gênant au mois de janvier, qui était plus trumpiste que Trump, qui se disait on a battu les cheveux bleus. Non, vous avez battu personne. Vous avez battu personne. Oui, qu'ils l'ont lâché avec cette... Et là, d'un seul coup, qui trouve que Zelensky a finalement, il a un côté de chevalier européen. Les chevaliers européens, je
jouer du piano jouer du piano avec la nageoire caudale. Putain, nom de Dieu, pourtant, Chrétien de Troyes, Ivanhoé, Walter Scott, Chrétien de Troyes, je vois à peu près ce que c'est un chevalier européen. Je les ai jamais vus faire ça. Bon, c'est quelle rubrique dans YouPorn déjà? Mais donc tu vois, tu vois le souci, c'est que ces gens-là qui ont été quand même à la limite de la gêne vis-à-vis de Trump, c'en était, bon, ça va, tu vois. À titre personnel, nous on l'a commenté cette campagne. On avait un des miens, Jonathan, qui lui est franco-américain, journaliste et qui était spécialiste de ça. Donc tu vois, nous on a pris ça avec le calme des vieilles troupes. Mais tu vois, t'as toute une partie de la droite qui était à quatre pattes devant lui. Et d'un seul coup, ils trouvent que Zelensky est. Mais ils ne comprennent pas une chose, ils ne veulent pas comprendre une chose, c'est que Zelensky est l'incarnation de tout le système qui est en train de nous tuer. Et aujourd'hui, Zelensky vit de la mort de pères de famille ukrainiens. Cette guerre était perdue depuis le début. Alors on me dit, c'est un raisonnement défaitiste, etc. C'est pas défaitiste pour deux ronds. On est d'accord, toi et moi, que Zelensky vient du pouvoir kievien classique. Lui-même est en partie un russophone. D'ailleurs, quand il insulte Vance, il l'insulte en russe. Parce que c'est sa langue maternelle. On est d'accord que la politique de discrimination linguistique et d'apartheid au sens courant du terme, j'entrerai pas dans les subtilités, qu'ont vécu les russophones, on aurait très bien pu s'en sortir par un truc, alors je sais qu'en France c'est devenu un gros mot, mais il y a un truc qui s'appelle un référendum. Tu vois, ça aurait tué personne. Et nous on s'est jeté là-dedans. Moi j'y étais. Le seul parlementaire qui est allé en Crimée en 2014, c'était mon patron. Je suis bien placé pour le savoir. On a eu assez d'emmerdes comme ça. Or, vous avez joué la vie de ces gens. Vous l'avez joué pour un système impérial dégueulasse qui était à la fois le contrôle des grandes plaines d'Ukraine, ça c'était l'implication des Boches, le contrôle des ressources minières et d'une vision géopolitique délirante qui était la vision que les démocrates ont pris chez Brzezinski, c'est-à-dire d'avorter la puissance russe en lui prenant l'Ukraine, ce qui était un raisonnement qui était, je pense, faussé dès le départ. Et au nom de ce jeu, mais qui est un jeu adolescent, tu vois, qui est un jeu adolescent, ce n'est pas parce que la Russie existe que l'Occident est en train de crever. Ce n'est pas parce que la Chine existe que nous sommes en train de crever. C'est parce que c'est l'infidélité aux promesses de nos pères qui a fait la situation dans laquelle nous sommes. Tu vois, c'est trop facile, l'ennemi extérieur. Nous avons eu de vrais ennemis extérieurs, nous, en tant que Français. La Chine n'en a jamais fait partie, la Russie non plus. Donc, nous avons eu de vrais ennemis extérieurs. Généralement, d'ailleurs, beaucoup plus près de nos frontières que ça. Parce que je rappelle au président Macron que nos frontières s'arrêtent au Rhin, aux Alpes, et qu'à la rigueur, nous avons beaucoup de frontières maritimes, car nous sommes le seul pays au monde sur 12 fuseaux horaires. Hein, d'ailleurs, il y avait l'Angleterre, mais plus depuis une date récente. Donc voilà, tu vois, c'est le jeu des puissances, en réalité, est une opportunité, particulièrement pour un pays comme la France. Donc nous n'aurions jamais dû, nous mêler de ça. Le problème, c'est que pour ça, il fallait penser en français. Et tu as des élites, et ça vaut pour d'autres pays d'Europe de l'Ouest, qui se détestent tellement dans la culture réelle et vivante qui est la leur, qui est la culture nationale, qu'ils ont inventé ils ont systématisé ce terme d'européen qui ne veut pas dire grand-chose, qui est en réalité l'expression de leur culture coloniale. C'est-à-dire, moi, je suis pas français, je suis européen. Je suis au-dessus de toi, par essence. Et les élites françaises, c'est d'ailleurs pour ça que les élites françaises vont à l'international, où la langue de la diplomatie est encore le français, ce qui est le cas à l'ONU, et ne parlent qu'un mauvais anglais. Pourquoi faire? Le français est une langue de travail à l'ONU. Pourquoi? Et elle l'est d'autant plus que l'Afrique francophone fait suffisamment de petit pour nous garantir que le français restera une langue internationale. Alors pourquoi? Et l'ONU y trouve son compte. Le français est une langue beaucoup plus précise que l'anglais pour la diplomatie. Ça se voit dans les accords internationaux. Donc tout le monde y trouve son compte. Pourquoi les élites françaises sont obligées de pas parler français? Alors qu'en plus elles parlent mal l'anglais, tout le monde le sait. Parce que elles ont ce rapport colonial, et tu as la même chose dans beaucoup d'élites européennes
qui se disent nous on est au-dessus, mais ça Monet l'avait dit ça. L'Europe, c'est ce qu'il appelait le grand large à la fin de ses mémoires. L'Europe n'a de sens que vers le grand large, c'est-à-dire grosso modo l'Europe va porter le mondialisme, qui pour Monet est un transatlantisme, hein, très clairement. Monet est indifférent au monde qui est en dehors de l'axe atlantique. Mais les Européens devaient porter, et particulièrement les Français, parce qu'il avait une haine très particulière de la France, devaient porter le fait d'être les premiers postes nationaux. Tu vois, donc c'est toute cette idéologie du déracinement qui est en train de crever, qui a encore de beaux restes, hein. Et il faudra jamais arrêter de taper dessus, ne serait-ce que pour que le monstre ne se relève pas. Qui est aidé par certains faits structurels, la dynamique du capital, certaines dynamiques techniques, mais les peuples, et ça se voit avec l'Asie, sont en train de trouver les moyens de ne pas être dissous par tout ça. Tu vois, les seuls qui acceptent d'être dissous, c'est les Européens. Et Simone Veil, la grande Simone Veil, la philosophe, pas l'autre, nous avait prévenu, ce qui est déraciné déracinera. Nous ne supportons plus que les autres soient des hommes tels que l'homme a toujours été. Et en fait, dans ce même récit médiatique, j'ai l'impression qu'on a eu un vrai récit médiatique qui n'était pas nécessairement la vérité autour de la guerre en Ukraine. Il y a un autre élément d'actualité qui vient confirmer que ce récit médiatique était faux à l'échelle géopolitique, c'est ce qui s'est passé récemment en Syrie. On sait, pour le rappeler, il y a eu des massacres d'Alaouites et il se pourrait qu'en ce moment même où nous parlons, il y ait des massacres de chrétiens par le groupe HTS. Comment tu analyses ça? Notamment, comment tu analyses le fait que malheureusement j'en fais partie, on a été insulté de complotiste. Moi, je sais que je l'ai été quand j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai été insulté de complotiste parce que je disais attention, HTS, dont le patron est un ancien djihadiste qui avait d'ailleurs rompu avec le djihadisme, non pas pour des raisons de méthode, mais c'est surtout parce que lui il voulait implanter ça en Syrie alors que le djihadisme était plus mondialisé. Comment tu analyses le fait qu'on ait été insulté de complotistes alors qu'en fait on avait juste raison un peu trop tôt? Ah ben, alors si tu veux, c'est quelque chose qu'on vit à intervalles réguliers, toi comme moi. Alors d'ailleurs, si tu veux, ça nous oblige à une veille de l'actualité énorme, toi comme moi, parce que sur certains sujets nous sommes complotistes, mais à certains moments nous ne le sommes plus. Tu vois, alors il faut être bien sûr, parce qu'il faut être up to date, tu vois, Comme quand on dit que la Russie gagne la guerre, mais qu'en même temps il faut faire la guerre parce que la Russie est en train de gagner. Tu vois, parce que si tu veux, moi je veux savoir sur quoi je suis encore complotiste. Non, parce que après c'est peut-être pas moi qui décide. Ah bah. C'est Ouais. tu vois, c'est peut-être, et en plus le syndicat des commissaires en complot propre là est en travaux. Je le vois avec mon chouchou dans la bande. C'est Tristan, parce que c'est celui qui s'est le plus occupé de mon cas. Mais là ils sont quasiment la banque alimentaire, hein. C'est surtout pour Rudy que ça va être dur. Mais mais c'est pas grave. Moi, je le dis. D'ailleurs, il faudrait qu'on organise une collecte, enfin quelque chose, parce que ça me fait vraiment de la peine. Hein, surtout que j'ai des copains qui sont en train de travailler sur les réseaux français de l'UNCED. Ah. Donc, j'aimerais. Attendez-vous à savoir, comme disait Geneviève Tamouy à l'époque. Attendez-vous à savoir. Donc voilà. C'était évident. C'était tellement évident. C'était évident quand on connaît la Syrie. Moi, le seul avantage, c'est ce que je dis toujours, j'essaye de pas dire trop de conneries en relations internationales. Je pense qu'on n'a pas trop de conneries à me mettre sur le dos. Mais pour une raison qui est toute bête. C'est pas du tout l'intelligence invincible. C'est beaucoup de travail et de très bons amis. J'ai la chance de travailler avec des mecs qui connaissent leur sujet et de travailler. Par exemple, mon conseiller sur la Syrie et ami, c'est un ami François Costantini. Bon, il a été prof à la fac de Beyrouth, thèse sur le Liban, il connaît cette zone-là par cœur. Et quand tu en plus étais en face de la mécanique djihadiste sur laquelle je lis, je me documente, machin, depuis que j'ai 17 ans, donc à un moment tu commences à les piger un petit peu, sinon faut faire un autre métier.
Tu vois, là, il nous a fait un coup du GIA classique, il nous a fait le coup de l'immeuble enterré. Tu vois, c'est-à-dire, ancien égorgeur, il met un costume cravate. Coupe la barbe. Là, il met un costume cravate, il coupe la barbe. Bonjour, j'étais stagiaire chez McKinsey, et comme nous, on est bien cons. Et qu'en plus, on se retrouve en face des mêmes saloperies que nous avons fait. Enfin, la guerre de Syrie, s'il y avait un truc à pas faire, c'était ça. S'il y avait à chaque fois que tu frappes les minorités, particulièrement les chrétiens d'Orient, tu retardes la sortie de cette zone de la nuit. Parce qu'à chaque fois qu'un mouvement d'élite s'est levé dans cette zone pour faire quelque chose de potable, il y avait des chrétiens dedans. Ça peut être du Tarek Aziz en Irak, ça peut être du Michel Aflaq, ça peut être ce que tu veux. Tu élimines les chrétiens de cette zone est condamnée à la nuit. En espérant que ce soit pas ça que tu cherches. En espérant ça quand même. Parce que l'idée de dire on va désespérer 300 millions d'Arabes en les envoyant dans la nuit pour pouvoir piller leurs ressources naturelles, j'espère qu'on est sorti de ça quand même. J'espère qu'on est sorti de ça. Si on est en train de laisser faire en Syrie uniquement pour rattraper l'affaire gazière qui était le début du conflit, rappelle-toi, en 2013, ça veut dire rien appris, rien compris. Tu vois, si tu veux, en plus, je le dis, si on fait que de la métaphysique des tubes, tu vois, gazoduc, oléoduc, etc., ça veut dire qu'on a une pensée géoénergétique d'abrutis. Les ressources naturelles, tu sais à quoi ça sert ? Ça sert à deux choses. Ça sert à faire tourner ta boutique suffisamment vite pour que par le progrès technique et la force de tes ingénieurs, tu arrives à t'en débarrasser. Parce que tant que c'est les autres qui te donnent du gaz, du pétrole, etc., en réalité, ils te tiennent. Tu vois ? Nous, un jour, tu avais un homme que les Français devraient prier tous les jours, qui s'appelait Pierre Messmer, qui a fait le plan Messmer pour ça. Et on devrait lui dire chapeau l'artiste, tous les jours. Pure dynamique gaullienne, ça ne sert qu'à ça. Tu dois accepter pendant un temps, parce que t'as pas de gaz, t'as pas de pétrole, etc. Ensuite, tu dois faire confiance à tes ingénieurs, tu dois faire confiance au génie humain. 1, tu te rends service, 2, tu rends service au pays exportateur. Parce que sinon, pour eux, c'est le syndrome hollandais. Tout le monde voit ce que c'est ? Le syndrome hollandais, c'est tu surinvestis pour les ressources primaires, et en fait, tu coules, parce que, tu vois, t'es tellement dépendant des hydrocarbures, du gaz, etc., donc des énergies primaires, que tu ne diversifies pas assez ton économie, tu coules. Tu vois, le cas typique, tu vois, l'Algérie, 97% des exportations algériennes, c'est du gaz. Bon, c'est un des pires syndromes hollandais, je crois que l'Arabie Saoudite n'a jamais été à ce niveau-là. Hein. Tu vois, donc si tu veux... Le Koweït aussi qui était... tu vois le problème. Ouais. Or, si tu veux, c'est mauvais pour tout le monde. Et nous, si on continue à faire des guerres impériales pour ça, à un moment, je te le dis, le 19e siècle doit terminer. Parce que là, on n'est pas au niveau des enjeux du 21e. Tu vois, et donc on a raccroché les wagons de nos saloperies avec ce crétin de Barrault qui est vraiment le fils de son père. Tu vois, qui allait voir le barbu en disant « Ah oui, finalement, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Il est pas mal. Non mais, et résultat, évidemment, lui, il est pas coupable. Il fait ce que tout djihadiste fait. Il purge la terre des infidèles. Et en plus, il prend sa revanche sur en réalité le faux État nationaliste arabe qu'a toujours été la Syrie, qui en réalité est un État nationaliste arabe qui cache le masque d'un État alaouite. Mais comprends les alaouites. Ils sont ultra minoritaires dans leur propre pays. S'ils n'arrivaient pas à faire un récit unitaire qui s'appelait la Syrie, à laquelle Hafez al-Assad n'a jamais cru, hein. Mais c'était le seul moyen de maintenir ces communautés, c'est de faire un récit commun. Et Bachar al-Assad a une part de responsabilité, hein, mais qui ne justifie pas ça. On dit souvent on dit souvent dans nos cercles que cette prise de pouvoir de Joulani, alors je crois qu'il a changé de nom depuis qu'il est président, c'est le dernier cadeau empoisonné de la CIA de Barack Obama, en tout cas de l'administration Biden, mais qui était mort. Alors pas du tout impossible, et je vais dire pourquoi, parce que si tu veux, quand tu vois la rapidité de la prise du territoire, ça n'a pu avoir eu lieu qu'avec le soutien du renseignement électronique et satellitaire américain. La débandade de l'armée syrienne ne s'explique pas autrement. Alors, c'était une armée à bout de souffle.
tenu en plus à bout de bras en partie par Moscou pour pouvoir garder Tartous et Latakia particulièrement. Et aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'un tiers au maximum du complexe militaro-industriel syrien était russe. Il n'y avait pas que les bases. Il y a toute une part de l'armée syrienne, mais ceux depuis l'époque d'Hafez al-Assad, depuis l'époque soviétique, étaient russes. Donc, si tu veux, nous avons... les Occidentaux ont nécessairement permis cette prise de pouvoir. Donc, on condamnait les populations chrétiennes. Bien évidemment. Et pardonne-moi, je vais me permettre une petite crotte de nez. Si tu veux, c'est l'esprit Coubertin, comme dirait l'autre. Quand je vois François Fillon, qui en ce moment, il surcause Monsieur Sourcil. Tu vois, je ne dis pas qu'Oncle Fétide m'avait tant manqué que ça. Qui te raconte sur l'Ukraine, sur l'Europe, alors des trucs qui sont pas les pires, alors ça sert à rien de taper dessus à bras raccourcis. Mais quand il dit oui, on a mis en danger les chrétiens, et Sarkozy, quand était Premier ministre, il mettait pas en danger les chrétiens dans cette zone. C'est maintenant que tu te réveilles. Tu vois, c'est quoi ces mauvais classiques Disney, tu vois, si tu veux, si l'autre c'est Aurore dans La Belle au Bois dormant, lui c'est qui? Blanche-Neige. Donc à un moment, c'est maintenant que vous réveillez. Ça fait des décennies que l'islam radical est en train de faire du Moyen-Orient une terre vierge de tout chrétien. Des décennies. Or, quand les chrétiens, il n'y aura plus de chrétiens dans cette zone sera malheureusement handicapée pour l'histoire. Tu vois, malgré aujourd'hui une génération que nous n'attendions pas et qui ne nous doit rien de dirigeants qui peuvent être impressionnants. Si tu veux, on peut dire ce qu'on veut de Mohamed Ben Salman, mais j'aurais pas souhaité à mon pire ennemi d'avoir à gouverner l'Arabie Saoudite. À mon pire ennemi. Et finalement, il s'en sort pas si mal. Enfin, il est quand même en train d'industrialiser ce pays quand même piano. Mais il est en train d'en faire un État relativement moderne. Enfin, je rappelle quand même que les mœurs politiques de l'Arabie Saoudite avant ce tout jeune homme, vu qu'a priori il est né soit en 84, soit en 86, c'est parce qu'il a plusieurs biographies. On ne connaît pas son... Moi, en tout cas, je ne suis jamais arrivé, peut-être que quelqu'un va me corriger, à trouver une année certaine de naissance. Mais, grosso modo, soit il a mon âge, soit il a 2 ans de plus que moi. Bon. J'estime que... moi, tu vois, quand j'ai commencé à travailler sur l'Arabie Saoudite, c'était celle du roi Pharaon. Excuse-moi, il a mis un sacré coup de jeune, le pépère. Quand même. Et ça ne nous doit rien. Je rappelle qu'aujourd'hui, on se plaint de ce jeune homme parce que il a refusé de faire la guerre énergétique avec la Russie, ce qui prouve qu'il connaît au moins l'intérêt national saoudien. Bon, avec tous les défauts, d'accord, il est violent, il est brutal, oui, d'accord, ok. Vous avez essayé de gouverner un pays comme celui-là? Enfin, sincèrement, un démocrate suédois sera tué dans les 2 heures. Donc, ne pensez pas que parce que vous vivez dans un monde de coton qui n'a été possible que par l'hiver atomique et la propension du GI à venir se faire trouer la peau, que le monde entier vit dans le coton. Ce n'est pas vrai. La multipolarité, ça va être quand même, comment dire, ça va être le maintien de la violence à un niveau moyen, mais pas à un niveau bas. Alors que nous, on oscille entre la paix des cimetières occidentales et l'ultra-violence pour les peuples soumis. Tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, enfin, la guerre froide se termine. Enfin. Tu vois, mais malheureusement, tu as des gens qui veulent s'accrocher à l'ancien monde. Et la guerre de Syrie, c'est ça. On s'accroche à l'ancien monde. C'est quoi les djihadistes syriens? Bon, ok, c'est le bataillon Azov local. Voilà. Bah voilà, si tu veux, c'était quoi le bataillon Azov? C'est un Al-Qaïda blanc. C'est-à-dire, grosso modo, on va chercher tous les mecs qu'on a mis dans les poubelles de l'histoire pour les envoyer dans la gueule de nos ennemis, les retravailler en Freedom Fighters. Tu m'as vu la gueule des Freedom Fighters? Le mec, je rappelle que le Syrien actuel, il a bossé avec... Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il a bossé avec Abou Moussa al-Zarqawi.
avec Al-Zarqawi, avec le Diable Vert. Un mec que même Al-Zawahiri trouvait cinglé. Oh. Moi, je veux dire, quand les mecs d'Al-Qaïda disent « Ah, lui, il schlingue ». Ah, crois-les. C'est quand même des mecs. Ils ont monté une affaire qui a mal fini. Mais bon, pendant 20 ans, on n'a parlé que de ça d'Al-Qaïda, hein, donc c'était quand même quelle agence de com. Or, tu vois, c'est quand même pas rien. Or, quand même ces mecs-là disent, lui, Allah lui a accordé la lumière, mais pas à tous les étages. Or, méfie-toi quand même, tu vois. Et nous, tu vois, comme d'habitude, au lieu de dire dans le monde des États, il faut reconnaître les États, pas les gouvernements. Ou alors t'es dans le colonialisme. Or, la doctrine française, depuis des siècles, alors ça a été la doctrine du général de Gaulle, oui, mais c'était déjà la doctrine de Louis XIV. Hein, donc, nous avons toujours fait ça. On reconnaît des États, pas des gouvernements. Dans le monde des États, ces hommes n'ont pas leur place. Ces hommes n'ont pas leur place parce qu'ils apportent le désordre et la mort avec eux. Et je préfère, je le dis, et il faut l'assumer, un homme à poigne, oui, d'accord, ok. Est-ce que j'irai passer mes vacances avec le président Erdogan ? Non. Ça m'étonnerait qu'il m'invite déjà. Mais deuxièmement, si les Turcs ne veulent plus d'Erdogan, ça les regarde. C'est leur pays, c'est leur peuple. Ça ne nous regarde pas. C'est-à-dire que nous avons des rapports avec la Turquie éternelle. Erdogan, c'est un homme, il est né, il a grandi, il a vieilli, et un jour il mourra, comme toi, comme moi. Nos États, eux, et nos peuples, eux, doivent survivre. Et donc ils sont dans une autre logique temporelle. Et c'est pour ça qu'il faut pas mettre d'émotionnel là-dedans. Faut arrêter avec ce rapport de petit ami et conduite, tu vois, qui va mettre des coups de burin sur le capot de ta bagnole en disant salaud tu m'as quitté, tu vois, vive les droits de l'homme, tu vois, c'est un rapport d'hystérisation du fait politique qui est à fuir absolument. Et tu vois, pourquoi on se fait jeter de partout ? Mais parce que on arrive comme des hystéros en disant oui, vous ne respectez pas la P1. La P1 pour la diplomatie française, c'est le droit des minorités, entre autres les gay pride, les LGBT, le machin. C'est ça la P1. Les priorités numéro 1. Alors, moi, si tu veux, j'ai eu des copains qui ont essayé dans le Caucase, en Asie centrale. Accroche-toi, Jeannot, ça souffle. Tu vois, parce que, tu vois, déjà, vous devez les respecter. Et là, tu vois, le problème, c'est que le mec, il est pas prêt à parler de ça avec toi, parce qu'il dit, déjà, tu lui apprends que ces gens existent. Et lui, tu vois, il est en Asie centrale. Donc, tu vois, il est dans un équilibre de puissance et de grand jeu qui est là depuis des millénaires, depuis des siècles, sinon depuis des millénaires. Et tu viens l'emmerder avec ça. Le mec, il dit, écoute, Jeannot, je suis pas sûr que t'aies compris où là où t'es. Ici, t'es en Asie centrale. Ici, tu vois, par exemple, on chasse le loup à l'aigle. C'est-à-dire, t'as des mecs qui dressent des aigles, qui attrapent des loups et qui leur brisent la nuque. Tu vois, voilà, moi, les mecs que j'ai à gérer. Tu vois, c'est des mecs, ils élèvent des rapaces pour tuer des loups. Donc, comment dire, le marais, on n'est pas prêt. Non, on est, s'il te plaît, on n'est pas prêt. Tu vois, et malheureusement, on se fait jeter de partout à cause de ça. On s'accroche au monde des années 90, on s'accroche au monde où l'ambassadeur des États-Unis dans n'importe quel pays pouvait convoquer n'importe qui en disant, au fait, je veux, et la prochaine fois que je te vois, t'es mieux sapé. Tu vois? Et l'ambassadeur européen qui faisait jamais que le café, hein, eh ben, se sentait, tu vois, ragaillardi d'être le caniche sur la patte arrière du chien de combat. Ce monde est fini. L'Amérique l'a compris. Et c'est bien pour tout le monde, parce qu'à la fin, ça tuera moins de gens. Alors, ça, c'est mon critère. J'ai peut-être tort. Peut-être que c'est les valeurs qui ont raison. Moi, j'estime que si l'ordre international qui est en train de naître tue moins d'un d'hommes et de femmes, permet un développement plus harmonieux, et où chaque pays va un peu revenir sur lui-même, plutôt que se mêler des affaires d'autrui, oui, oui, ce ne sera plus, tu sais, ce qu'était la chanson de la mondialisation dans les années 90, que tu t'en rappelles. C'était la chanson de Mickey Mouse, It's a Small World. Bon, ce sera une pièce de musée. Mais on pourra toujours l'écouter, tu sais, dans la Disneyland Paris, t'as un truc avec des poupées. Tu vois, si tu veux, ce sera le dernier endroit où tu pourras entendre ça. Mais ce n'est pas grave.
Ça ne veut pas dire que le lien entre les peuples est coupé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'échanges internationaux ou d'échanges interculturels. Au contraire. Au contraire. Il y aura un échange d'autant meilleur qu'il deviendra de plus en plus égalitaire. La seule chose, c'est que nous refusons par, tu sais, ce que j'appelle une shame pride. C'est-à-dire, nous sommes fiers de la haine que nous avons pour nous-mêmes, qui pour nous est une marque de supériorité coloniale. C'est-à-dire que, moi, tu vois, j'ai fait des crimes, je me fouette, et toi, tu devrais. Tu vois? Et tu vois, c'est ce rapport d'arrogance haineuse que nous avons avec le reste du monde. C'est-à-dire que nous, tu vois, quand tu fais de la diplomatie, tu le vois. Quand tu vois des diplomates français, ce sont les seuls qui insultent leur pays devant un diplomate étranger. Et le diplomate étranger, souvent, est très gêné. Pour 2 raisons. La première, c'est la francophilie qui est encore très présente dans beaucoup de peuples du monde. T'as de la chance d'être français, pourquoi tu craches dans la soupe, quoi. Et deuxièmement, dans beaucoup de pays, quand t'insultes ton pays devant un étranger, c'est comme si t'insultais ta mère. On est d'accord qu'un mec que tu connais pas, tu prends un verre avec pour la première fois, et là, pendant 3/4 d'heure, il te dit mon père est un salaud, j'ai 16 ans, mon père est un salaud, je vais le buter. Ma mère est une gorgone. Tu vois, au bout de 30 minutes, tu dis écoute, tu vois, je voudrais être partout, mais ailleurs et surtout sans toi. Tu vois, là, eh ben, ça, je vais dire, je l'ai vécu, y compris avec des gens de partis politiques dits d'opposition. Tu vois, qui dégueulent sur leur pays à l'étranger. Hein. Donc, et ça, il y a des pays où ça passe mal. Ça passe très très mal. Or, tout l'Occident fait ça, c'est-à-dire, oui, vous êtes hétéronormés, vous voulez des familles nombreuses. Nous, quand on était fascistes, on était comme vous. Résultat, on identifie le mal à tout ce qu'a fait notre politique de vie. Et on veut que les gens soient aussi morts que nous le sommes à l'intérieur. C'est ça le vrai problème de l'Occident. Tu vois, c'est aussi pour ça que nos populations restent comme ça. On leur dit, tu vois, on leur refait, Régis Le Sommier le dit très bien, on leur fait tous les jours le sketch du bon et du mauvais chasseur. Il y a le bon djihadiste, il y a le mauvais djihadiste, il y a le bon nazi, il y a le mauvais nazi. Et ça passe. Ça passe parce que les gens sont tellement vidés à l'intérieur. Et ils sont tellement épuisés psychiquement. J'interviens un tout petit peu pour vous rappeler que je suis tous les mercredis à 19h très précisément quand je suis pas en retard sur l'application Frontières où je décrypte l'actualité à ma sauce. C'est votre dose de haine d'actualité. Elle est essentielle pour la construction corporelle. Ça veut rien dire. Je vous retrouve sur l'application Frontières à 19h tous les mercredis. Et un des facteurs justement, je trouve, de cet épuisement, mental, c'est, ce qu'on disait hors antenne, tout à l'heure, autour du wokisme qui a l'air, en tout cas, avec, l'arrivée d'Elon Musk, tout à l'heure on en parlait, sur Disney+, ils ont remis, alors c'était vraiment le fait, politique, si ce n'est civilisationnel, de ces 10 derniers jours, c'était qu'ils ont remis un mec qui prie le catholicisme, enfin un vrai catholique pratiquant. C'est quand même pas mal. Mais ça suit aussi une logique, où, on avait vu qu'il y a 3 ans, Bud Light, la marque de bière avait eu un gros bad buzz avec un transsexuel. Donc on a l'impression que les grands milieux financiers, enfin que le grand capital lâche le wokisme, ce qui rappelle d'ailleurs que c'est une création du grand capital. Est-ce que tu y crois et quelle part ça peut avoir dans la fin du wokisme Alors, en Occident? attention. Pour moi, le grand capital avec le wokisme, il l'a utilisé pour 3 raisons. Mais il l'a utilisé, il l'a ramassé dans l'égout. Parce que ce qu'on appelle le wokisme, alors là, pour le coup, je suis très très proche des thèses de Jean-François Boenstein là-dessus. Sur la religion woke, en réalité, le wokisme, qu'est-ce que c'est? C'est un awakening protestant. C'est-à-dire tu es face à la décomposition religieuse, Emmanuel Todd parlerait de catholique zombie, du protestantisme mainstream. Et c'est pour ça que, alors, je veux pas me faire huer par personne, hein, mais la victoire contre les woke, moi aussi, elle me fait plaisir. Là, tu vois, je vais devoir répéter, mais je pense que ça vaut le coup d'être répété. Ce n'est pas une victoire militaire d'avoir vaincu des gens qui ne savent pas s'ils sont un hamster ou une tondeuse à gazon. D'accord? Ce n'est pas une victoire militaire. C'était des gamins qui sont mal dans leur peau, dont la plupart, parce qu'il faut voir que nous avons
la rétrospective depuis les États-Unis. Qu'est-il arrivé aux premiers enfants woke? La plupart, ils ont quitté le wokisme tout à fait normalement à la fin de leur adolescence. Ils sont redevenus des gens normaux. Ça, c'est ceux qu'on a laissés ou qu'on a aidés. Et tu as ceux sur qui on est intervenu et dont les parents ont laissé faire des actes qui relèvent d'actes de torture et de barbarie. Mes amis Nicole et Gérard de Lépine ont fait un livre extrêmement complet jusqu'à la nausée, sur les traitements qu'on a infligés à ces gens. Entre autres, les thérapies de genre, etc. Dès qu'en plus il y a de la chirurgie, là ça devient un acte définitif. Eh ben, Danny Robert Dufour a fait des ouvrages remarquables, comme toujours chez le personnage, sur la question. Ça n'a pas fait baisser leur taux de suicide, qui est de l'ordre de 60% tout de même. Donc, et en réalité, qui a monté ça? Un business médical hors norme de clinique privée. Je te rappelle qu'en 1991, à la sortie du film Le Silence des agneaux, tu n'as que 3 établissements aux États-Unis qui font par exemple la chirurgie transsexuelle. Plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui. D'accord? Donc, si tu veux, tu es face à une décomposition religieuse. Et cette décomposition religieuse, le grand capital va l'utiliser pour trois choses. D'abord, faire du pognon strictement. Exemple type, les cliniques dont je viens de te parler. Ça, c'est pas de la médecine, ça. C'est pas de la médecine. Si tu veux, t'es quand même plus proche du bon docteur Mengele que du bon docteur Pasteur quand tu fais ça. Tu vois, faut se regarder en tant que médecin. Toi, moi, mon père était médecin. Toi, faut se regarder dans la glace quand tu fais ça. Là, on est plus proche de l'acte de torture et de barbarie, très clairement. Ensuite, les woke vont se dire, enfin, le grand capital va utiliser les woke pour pouvoir faire de l'ingénierie des perceptions, c'est-à-dire pour pouvoir casser toutes nos barrières identitaires et mentales qui freinent l'avènement de la marchandise. C'est-à-dire, tu deviens comme pour nous briser politiquement. Parce que c'est quoi la leçon des woke? Le monde ne changera pas, mais toi, tu peux toute chose sur toi. Un de mes amis qui a écrit un très bon ouvrage sur Macron, président liquide, a eu cette phrase un jour qui était très juste. Tu sais, au 19e siècle, on disait le Parlement anglais peut tout, sauf de faire un homme une femme. Aujourd'hui, on peut dire que le politique ne peut plus rien, sauf de faire d'un homme une femme. Or, quand tu fais croire aux gens qu'il n'y a plus de force collective, ou d'être collectif, qu'ils sont seuls face à leur néant, qu'ils sont seuls face à la fois à la violence du monde et à l'imminence de la mort. En réalité, tu les enfermes dans le drame. La différence du drame et du tragique, c'est que le tragique, il y a une seule échappatoire à la tragédie. C'est la verticalité. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler ce que tu veux. Alors que le drame, c'est le retour sans fin de la mort à la fin. Donc tu les enfermes dans une dimension dramatique, dont ils ne sortiront plus. Et la seule échappatoire que tu leur laisses, exactement comme tu laisses à un prisonnier une petite fenêtre pour qu'il ne tape pas contre le mur et qu'il te fasse pas chier, c'est de dire ouais, t'as une vie de merde. Et t'auras une vie de merde. Je te le promets, c'est moi qui l'a produit. Donc, mais, je vais te laisser une échappatoire. Tu vois, ce qui est un acte de stratégie. Tu vois, tu laisses chez Sun Tzu, laisse toujours une voie à l'ennemi. Tu vois, je vais te laisser une manière. Tu pourras toute chose sur toi. En plus, ça tombe bien, parce que moi, ça me permet de faire un petit billet au passage. Donc, si tu veux, comme quoi, je ne te prendrai pas. Je t'ai pris ton pays. Je t'ai pris ton droit d'avoir une famille. Je t'ai pris ton droit d'être fier de toi et de tes ancêtres. Je t'ai pris ton avenir. Je t'ai pris tes rêves, parce que j'ai digéré ton imaginaire, donc je t'ai pris tes rêves personnels. Tu n'as de rêves que les rêves que j'ai bien voulu que tu aies. En fait, je t'ai tout pris. Mais ton droit inaliénable de te définir comme un chou-fleur, je te le laisse.
Et je te le laisse et je t'encourage. Et je suis sûr que tu seras la version la plus chou-fleur de toi-même. Tu vois, au passage, je te fourgue de formation de développement personnel parce qu'on sait jamais, il y a toujours un petit billet à faire. Dernière utilité des woke. Pouvoir dévier la colère légitime des forces de rappel, ce qu'on appelle à tort conservateurs. Nous ne sommes pas conservateurs. Nous ne sommes pas conservateurs. Nous sommes pour une anthropologie normale. Alors une anthropologie normale, qu'est-ce que c'est ? C'est la validation des comportements aptes à protéger la vie. C'est aussi simple que ça. Tu vois, Tout le monde devrait être conservateur en un certain sens. Or, c'est de focaliser sur les woke et de nous faire des paniques morales. Là-dessus, la gauche a raison. On a fait des paniques morales face à quoi ? À des gamins qui sont des bouts de chaîne. Pour ne pas que nous détruisions une part de la forme capitale qui veut détruire nos conditions de vie. Au lieu de ça, on va se friter avec les cheveux bleus. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit aux jeunes qui viennent se former au cercle, c'est que nous, entre autres, on a une conférence tous les lundis à Paris. C'est ce que je leur ai dit. N'engagez jamais le combat avec les woke. Jamais. Jamais. Déjà, premièrement, à la fin, ça fait une Clément Méric et c'est vous qui faites terminer en tôle. Et surtout, allez, admettons, vous allez vous taper avec eux. Et pourtant, on a eu énormément d'agressés, particulièrement dans les facs. Ok, d'accord. Allez, on les chasse du caniveau, donc on a gagné le caniveau. Super, cool. Tu vois, génial. Alors, je dis pas, attention, c'est la phrase de je sais plus dans quel film, qui est, je ne dis pas que ce n'est pas juste, je dis que ça soulage. Si tu veux, je dis pas que ça nous fait pas plaisir, je dis que c'est inutile. Et que si nous voulons sauver notre peuple, il faut pas se faire plaisir. En focalisant nos colères, eh bien, et tu le vois avec toute la droite molle, ah ouais, on a vaincu les woke, dit le bloc-notes du Figaro. Le problème, c'est que le même bloc-notes du Figaro, 3 pages avant, il veut donner le siège de sécurité à l'Allemagne, il veut donner la bombe en conjoint à la Pologne, à l'Allemagne, à qui tu veux et à Van der Leyen. Il veut envoyer nos soldats se faire tuer. Il refuse qu'on sorte de l'euro. Il refuse qu'on protège nos industries. Tu vois, il refuse qu'on ait une véritable politique de remigration faisable. Tu vois. C'est une distraction, en fait, le wokisme. Voilà, c'est une distraction. C'est au sens militaire, c'est une diversion. Oui. Et en réalité, d'ailleurs, tu vois bien que ça a marché parce que là, tu vois, on n'a plus les woke. Mais que va dire la droite Figaro ? Eh ben, la droite Figaro, maintenant qu'elle a plus les woke, c'est ce qu'elle fait. Eh ben, elle renifle derrière le du président. On est d'accord. Parce qu'avant, nous, on n'est pas macroniste. On n'est pas woke. Et tu vois, ça nous a obligés, ce combat face à des gens portés très difficilement d'ailleurs par leurs propres vêtements, nous a obligés à faire corps avec la droite bien conne, qui en fait est une agent de notre destruction. Parce que finalement, elle est tout aussi mondialiste que les autres. Elle est aussi libérale que les autres. Elle est aussi post-nationale que les autres. La seule chose, c'est que pour des raisons, souvent peut-être pour des raisons générationnelles, en plus pour la plupart, tu vois, un jour, je l'avais écrit à quelqu'un que j'aime très moyennement, qui est Brice Couturier. Ouais, disons que je l'aime très moyennement, et je pense d'ailleurs qu'il n'a pas une affection débordante pour ma personne. Il disait ouais, les woke c'est dégueulasse, et là je lui ai envoyé un petit X, hop, tiens. Je lui ai dit père indigne. Et le pire, c'est qu'au nom de la lutte anti-woke, je vais devoir me taper les legs de ces types-là. Les woke, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est un bout de chaîne. Ils sont pas responsables. Tu vois, c'est ce que je maintiens. Tu vois, je l'ai dit plusieurs fois, je me permets de le dire devant toi. C'est une des mouches sur le cadavre de l'Occident. Alors d'accord, ok. Comme tu sais, on date la mort par les mouches en médecine médico-légale. Or, d'accord, ok, on a ouvert la fenêtre, cette mouche-là est sortie. L'arbre de l'Occident est redevenu vert. Je sais pas, peut-être que j'ai raté un épisode, c'est possible. Non, pas encore. Il y a beaucoup d'autres mouches dont il faut se débarrasser. Il y a beaucoup de pourriture à enlever. Et en réalité, cette guerre ne fait que commencer. Or,
Et ce n'est même pas une victoire stratégique, car le système qui a créé les woke nous enverra autre chose dans la gueule. Tu vois, c'est comme dans l'enfer de Dante. Tu vois, t'as les succubes, t'as les incubes, t'as toutes les formes dégénérées, tu vois, ou chez Tolkien, tu vois, les orques, c'est jamais que d'anciens elfes. Donc, si tu veux, la forgerie est déjà à l'œuvre. Ils nous enverront autre chose. Et le pire, c'est que ils vont peut-être même essayer de nous digérer. Tu vois, de faire de nous un marché, le marché du virilisme, le marché de ce que tu veux, et de nous traiter comme une identité commerciale parmi d'autres. Or, ce n'est pas ça, avoir une identité. Nous sommes des fils de la terre, nous sommes pas français comme d'autres sont philatélistes, amateurs de musique des années 80 ou adorateurs du culte de l'oignon. D'accord? Tu vois, ce n'est pas, tu vois, j'aime beaucoup, en plus c'est un ami, hein, l'œuvre de Michel Maffesoli, mais la nation, ce n'est pas une tribu. Tu vois, on est d'accord. Nous ne sommes pas une identité designable, modélisable, capitalisable. C'est beaucoup plus profond que ça. Tu vois, et ils peuvent vouloir même nous digérer en disant, tu vois, par exemple, prends Disney. Vous voulez des personnages plus conservateurs? Ouais, bah, je vais quand même Disneyliser, et d'ailleurs ils le font bien, donc faut pas non plus leur jeter la pierre, mais tu te rends compte quand même que le génie de Walt Disney, c'est de prendre tous les contes de Grimm, de Perrault et autres, de les américaniser, et nous depuis, avec les trésors de l'imaginaire français, on n'a presque rien fait, avec les trésors de l'imaginaire anglais ou de l'imaginaire espagnol, on n'a presque rien fait, et résultat, tout notre imaginaire a été digéré par quoi? Tu vois, je vais te donner un exemple, hein, parmi deux des plus grands classiques Disney des 15 dernières années, t'as Vaiana 1, Vaiana 2, ça se passe où? En Polynésie française. C'est con, hein. Tu vois, donc si tu veux, tu vois, on n'utilise pas, tu vois, on n'utilise pas les ressources de la totalité de notre imaginaire parce qu'on a laissé l'Amérique le normer. Mais tu vois, ils vont nous donner 2-3 trucs qui nous ressemblent, mais pour nous garder dans la dynamique globale qui est de faire de nous des handicapés symboliques. Et il y a beaucoup d'analystes, je sais pas si Bronstein, c'est le cas, mais en tout cas, je sais que pour Pierre Valentin, c'est un peu le cas, qui a aussi fait un très bon livre sur le wokisme Oui, que tout je à vous fait. invite à lire. Il parle du wokisme comme une forme de pulsion de mort. Comme Très nettement. en fait, comme ce que tu disais tout à l'heure sur le cadavre, en fait, c'est l'étape ultime de la mort de l'Occident. Est-ce que cette mort, le wokisme l'a accompagnée, ou est-ce qu'elle en est à l'origine? Non, à mes yeux en tout cas. Et là, par contre, c'est un débat très complexe. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup en parler parce que j'ai pas l'honneur de connaître Pierre Valentin. Je l'ai lu, j'ai pas l'honneur de le connaître. Mais je sais qu'il avait, enfin, en tout cas, moi, j'ai pu observer un travail très charpenté, très construit. Et le problème, comment dire? C'est pas un débat facile, je vais dire la position que moi j'ai dans ce débat, en tout cas. Et qui ne le tranche pas. Je pense que en réalité, le wokisme est vraiment, c'est une larve de mouche. C'est-à-dire que il accompagne notre mort. Ils ne nous ont pas tués, ils sont le fruit de notre mort, profondément. Donc là, la raison est ailleurs. Tu vois, on aimerait tous que abracadabra, ils sont plus là. Le problème, c'est qu'on peut plus s'en sortir comme ça, mon camarade. Tu vois, c'est ce que j'essaye de dire à chaque fois. La droite Dumbledore ou la droite Gandalf qui fait disparaître ses ennemis par magie, tu vois, Mokhtar, les woke, ça s'est pas fait comme ça. Ça se fera pas comme ça. Il faut les combattre politiquement. Prends les woke. Ok. Élection de Donald Trump, ils ont pris un coup dans la gueule. Je rappelle que en Europe, qu'est-ce qui se passe contre les woke? Rien. Je rappelle que les normes d'inclusivité en entreprise, là où le grand capital américain les laisse tomber pour pouvoir reparler à une population majoritaire et donc à sa force de consommation, les normes d'inclusivité sont toutes garanties par la Commission européenne que plus aucun parti d'opposition, à quelques exceptions près, n'ose défier. Donc si tu veux, nous on n'est pas prêts. Hein. 1. 2. Nous sommes d'accord que le wokisme est une idéologie qui est née en partie dans les facs. C'est une grande révolte des élites, pour parler comme Christopher Larche. Or, avons-nous créé un système éducatif alternatif qui puisse sauver nos enfants de ça?
Avons-nous créé une école enfin une une masse critique professorale pour être sûr que l'éducation nationale ne va pas éduquer nos enfants à la décivilisation? Avons-nous même ouvert le dossier? Avons-nous planché sur la question? Avons-nous une idée de quel homme nous voulons? Parce que si nous n'avons pas l'idée anthropologique de l'homme que nous voulons restaurer, s'il faut pas le créer, faut le restaurer. De l'homme que nous voulons restaurer, eh bien, nous n'aurons pas d'école. Parce que tu ne fais une école, Robert Heidegger l'avait très bien démontré dans l'ouvrage L'école fantôme. Tu ne fais une école que si tu sais quel homme doit en sortir. Est-ce que nous avons fait tout ça? Non. Et là, tu vois, qu'a dit le ministre de l'Enseignement supérieur? Tous les chercheurs woke américains sont les bienvenus en France et en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on va se prendre une flopée, on va permettre à l'Amérique de vider ses poubelles, et on va avoir une flopée inclusive comment je te dire ça, de hauts intellectuels, transsexuels furtifs ou travestis ambigus. Magnifique. Enfin, je sais pas ce qu'il y a en avant, mais le tout, d'ailleurs, c'est plutôt de surveiller ses arrières dans ces cas-là. Mais tu vois le problème, c'est que nous ne sommes qu'au début d'un affrontement, non pas avec les woke en eux-mêmes, mais avec le système de dégénérescence qui les a fait naître et qui nous foutra dans la gueule leur prochain golem. Parce qu'ils feront autre chose, hein. Y a pas de souci. Je leur fais confiance là-dessus. Et particulièrement en Europe, où là, eux n'estiment pas avoir perdu, et à raison. À raison. Là, en Europe, ils ont un autre problème qu'ils n'ont pas aux États-Unis, par contre. C'est qu'ils sont entre nous, donc nous, la pérennité française, donc les êtres archaïques, tu vois, donc les êtres qui échappent au temps, donc nous sommes un archaïsme à éliminer, et une partie de la Nouvelle-France qu'ils ont tant voulu, et qui les aiment très modérément, faut être honnête, parce que les cheveux bleus et Mokhtar, comment dire, Ça fait du ça feu. va être court, mais ça va être intense. Ça fait des étincelles. Tu vois, parce que l'inclusivité revue et corrigée par Mokhtar, si tu veux, ça vaut le coup d'être vu. Tu vois. Or, ça, par contre, ils l'ont pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont en frontal. Et Trump a changé légèrement la mise parce qu'avant, ils avaient une armée de réserve entière où le problème n'était pas culturel. Le problème était plutôt social dans l'immigration. Parce que l'afro-américain, il est ce que tu veux, mais il est très américain. Et le chicanos américain, il est, si tu veux, c'est pas un échappé de chez la mère Arthur comme la plupart des cadres du Parti démocrate, hein. On est d'accord. Donc, si tu veux, le Parti démocrate pour les woke n'avait que les minorités sexuelles et les femmes. Tu vois. Ce que une partie des forces de dilution antinationale ont aussi ici. Mais, ici, ils ont un point qui est supplémentaire, qui est une partie de l'immigration pose un problème culturel. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, mais moins le cas. Parce que l'idéal américain, oui, d'accord, les chicanos, j'en parlais souvent avec Paul Gottfried, le philosophe conservateur américain. Il me disait, oui, mais tu comprends, les chicanos. Je dis, écoute, Paul, oui, bon, ils sont catholiques. Oui. Tu vois, c'est un fait structurant d'avoir voilà. Mais la même religion. D'accord, ok. Est-ce que c'est si dramatique que ça? Alors que nous, on a un vrai problème, mais qui pose aussi un problème au woke. Parce que la réconciliation des forces de dégénérescence gauchiste et de l'immigration n'est qu'une paix froide. N'est qu'une paix froide. À la minute où il y aurait une autonomisation, je ne dis pas qu'elle va avoir lieu, mais mettons comme hypothèse qu'elle soit possible, de l'immigration, et particulièrement de l'immigration arabo-musulmane vis-à-vis de la gauche, les premiers flingués, c'est pas nous, hein. C'est eux, hein. C'est bah oui. Si tu veux, je veux dire, si tu veux, nous, déjà, ils nous voient différemment.
Et deuxièmement, Rouria Boutedja l'a dit un jour. Ce qu'on déteste le plus, c'est les blancs qui nous aiment. Je cite en substance. Hein. Je pense que pour beaucoup, ils pensent ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas. Tu vois, je pense qu'ils savent qu'une partie de la gauche ne les aime que par paternalisme et que par gardiennage de population maghrébine. C'est grosso modo par survivance coloniale. Ouais. Tu vois, Puis il y a certains discours en fait où on a l'impression que l'extrême gauche voit vraiment l'immigration comme certains cadres de l'armée française voyaient les tirailleurs sénégalais, à savoir en première ligne, on les envoie vous voyez. Et encore, nous historiquement on l'a pas fait. Oui. On a pu le penser, mais on l'a pas fait. Oui. Enfin certains ont pu le penser, pas tous, hein. Oui. Très loin, mais on l'a pas fait. Le nombre de morts est clair là-dessus. Bien sûr. Mais par contre, pour la gauche, et ça se voit par exemple dans certaines positions de Mélenchon qui utilisent très intelligemment le conflit israélo-arabe, c'est-à-dire pour faire du gardiennage sans aller trop loin. Donc si tu veux, ils sont dans l'optique de nous les foutre dans la gueule parce qu'ils savent qu'ils doivent qu'ils ont ce problème que par exemple leurs homologues américains n'ont pas. Parce que si tu veux, le chicanos américain, il peut parfois être parasitaire dans son comportement, D'accord, ok, ça existe. Il peut parfois avoir un problème de surdélinquance. On est d'accord. Il veut pas détruire culturellement les États-Unis. Tu vois, il n'a pas de projet. Non. Pas un projet. Non. Ce qui est pas le cas de nos. Alors que nous, si tu veux, c'est un autre souci, tu vois. Or, voilà, le wokisme, je sais que ça nous fait plaisir parce qu'on n'est pas habitué aux victoires. Et je suis pas là pour être bégueule. Je dis juste, ne prenons pas une victoire tactique faite par d'autres, parce que c'est pas nous qui l'avons fait. J'aurais été très heureux que ce soit nous qui le faisions, mais c'est Donald Trump. Il est américain. Il l'a fait pour son peuple. Il l'a pas fait pour nous. Et nos woke à nous n'ont pas perdu de plume. Eux, ils imaginent. Tu vois, mais eux, ils imaginent. Le problème, c'est que tu vois, on est tellement non souverains que maintenant, dès qu'il y a comme dirait Léo Dagan, dès qu'il y a un oiseau qui pète quelque part, nous, on a la larme à l'œil. Tu vois, mais c'est vrai. Tu vois, on se dit, tiens, Poutine avance, c'est bien, Trump avance, c'est bien. Le problème, c'est quand est-ce que la France avance? Tu vois, je vais dire une chose, je veux choquer personne sur ta chaîne, mais Poutine s'en fout de nous. Et Trump s'en fout de nous. Et c'est normal. Dans le monde des États, c'est normal. Ils en ont rien à foutre. Tu vois, d'un certain côté, civilisation piège à con. Tu vois, c'est que nous, on doit se battre pour les nôtres. Et quand est-ce qu'on se bat pour les nôtres? Pour l'instant, les woke, l'équivalent français des dégénérés woke, n'a pas perdu. En Europe de l'Ouest, ils n'ont pas perdu. Et tant que la structure communautaire sera là, ils auront une partie du pouvoir, ça c'est sûr. Donc, tu vois, la victoire tactique de Donald Trump ouvre une chance au peuple américain. Cette chance peut nous servir, mais par à coup. C'est-à-dire, il nous sert sur deux choses. Un, il nous sert en termes de contre-ingénierie. Je te la fais vite, hein, on la connaît tous, c'est le changement de fenêtre d'Overton. Très bien. Mais surtout, parce que Donald Trump va chercher la paix, il va nous donner du temps. Du temps pour nous organiser, pour nous avoir un projet, pour nous vaincre sur nos terres. Tiens, mais c'est tout ce qu'il fera pour nous. Parce que, 1, il nous doit rien. 2, il a quand même suffisamment d'emmerdes à gérer. Même chose pour Poutine, même chose pour Xi Jinping. Tu vois, et nous, on a une sorte, tu vois, de fuite par l'international, comme t'en as qui ont une fuite dans les idées ou une fuite dans l'imaginaire. C'est-à-dire, comme on a perdu dans le réel, je vais m'imaginer eurasiste et je vais dire que les victoires de Poutine sont les miennes. Je vais m'imaginer occidentaliste et à chaque fois que les woke prennent une baffe aux États-Unis, je me dis que c'est moi qui la donne. Non. Tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment, justement, ne soyons plus woke, nous. Parce que au cœur d'une partie de l'idéologie woke, tu as un refus du donné. Et je dis pas que tout donné doit être accepté. Je dis qu'il y a des données où t'as pas le choix. Ou alors la vie est plus vivable. Or nous, d'un certain côté, l'état de la France nous fait tellement mal que nous refusons
et ça tu l'as vu avec le changement de toute une partie de la droite qui est maintenant à 4 pattes devant Zelensky, que nous refusons notre donnée de français. C'est là où il faut être plus gaullien que bonapartiste. Parce que, tu sais, j'ai absolument rien contre l'empereur. Mais t'as beaucoup de gens, ils aiment Napoléon, pas parce qu'ils aiment la France. Pas parce qu'ils aiment l'empereur, parce qu'ils aiment la gagne. Tu sais, la force de Gaulle, c'est que De Gaulle, il a aimé la France quand la France n'existait plus. Et être un vrai nationaliste, c'est arriver à aimer son pays quand son pays est à terre. Bien Tu sûr. vois ? Bah, tu fais une très bonne transition vers parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Mais avant de se quitter, j'aimerais avoir ton ressenti justement. Tout à l'heure, on en parlait hors antenne. Et en fait, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder sur ma chaîne parce que je trouve que c'est essentiel, notamment pas forcément pour des raisons politiques, mais parce que je pense que ça commence à être un trait de notre pays, un trait national. Les Français sont de plus en plus tristes. Ils sont de plus en plus tristes et il y a peu d'enthousiasme et toutes les enquêtes d'opinion. Alors j'ai noté des chiffres, mais ils veulent pas dire grand-chose parce qu'en fait ça varie. Mais on est, je crois que 60% des Français se sentent souvent tristes ou déprimés. Il y a plus de confiance dans l'avenir. Il y a plus de confiance intrapersonnelle et interpersonnelle. Donc on se fait plus confiance à soi, mais on ne fait plus confiance aux autres. Donc là il y a une confiance qui est en chute libre dans notre société. Donc les gens sont tristes. Est-ce que tu pourrais faire un diagnostic de cette tristesse? Alors, c'est là où je regrette qu'un de mes vieux maîtres ne soit plus là. Alexandre Dornac était un génie de la psychologie politique. Ses yeux nous manquent. Ouais, excuse-moi, parfois, je suis pas un grand triste, mais je suis un grand nostalgique parfois. Or, il faut bien comprendre qu'il y a un malheur français. Il y a un malheur français qui en réalité est une boucle négative. Historiquement, les Français doivent, ce qu'on appelle l'arrogance française, c'est pas de l'arrogance. Nous sommes une nation que tout le monde a voulu faire disparaître. Nous vivons entourés d'ennemis, c'est comme ça. Tu vois, parce qu'on parle de l'ennemi allemand, on parle de la rivalité anglaise. Je rappelle que l'Angleterre nous sauve 2 fois. En 1815, c'est Wellington qui refuse que les Prussiens détruisent la France. Et 1940. Plus 1 million de soldats qui vont mourir pendant 14-18. Mais, tu sais, pendant des siècles, les Italiens voulaient notre mort, les Espagnols voulaient notre mort, et si aujourd'hui ils ne la veulent plus, c'est qu'ils en ont plus les moyens. Parce que tout le monde se dit, la France c'est un acte de volonté. Donc ça fait des siècles qu'une partie de nos voisins se disent quand est-ce que les Français vont enfin lâcher la rampe. Et c'est ça qu'on appelle l'arrogance française, c'est-à-dire que nous, envers et contre tout, nous avons voulu vivre. Envers et contre tout. Or, c'est plus facile quand t'es un peuple du donné, quand t'es un peuple qui n'existe pas par la volonté, mais uniquement par l'hérédité. C'est plus facile. Je suis comme ça parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai pas décidé, j'ai pas eu de choix. Tu vois ? Je n'ai pas à persister. Je n'ai qu'à être là. La France, c'est autre chose. La France, De Gaulle disait, elle s'est faite à coups d'épée, c'est très juste. Mais l'épée, c'est la volonté. Tu vois ? La France est un acte de volonté. Jules Monroe disait, la France doit être voulue à chaque génération. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de peuples étrangers, pour 90% d'entre eux européens, les autres ils nous aiment. Enfin, pas tous, mais une bonne partie nous aiment. Profite de ces doutes que nous avons de nous-mêmes pour nous enfoncer. Il suffit d'aller dans un organe international pour le voir. Ce que c'est les effets pratiques de la francophobie. Nous doutons de nous-mêmes. Et quand tu doutes de toi-même, et qu'on te dit que ton seul moyen de suspendre tes doutes, c'est de consentir à ton auto-avortement, l'Europe c'est ça. Oui, tu doutes de ton identité de Français. Ouvre-toi le bide. Tu verras que t'es un Européen comme les autres, tu vas te dissoudre et tu vas fermer ta gueule. Ok. Et donc, quand tu es face à ça, tu t'isoles. Bien sûr, tu t'isoles. Pourquoi ? Parce que t'as qu'un seul choix. Tu ne t'assumes plus, tu veux plus être, tu te dissous, mais se dissoudre, ça prend du temps. Et puis, il y a des forces de rappel. Il y a encore des gens qui aiment être français en France.
Et donc, qu'est-ce que tu vas faire pour permettre la dissolution? Tu vas leur dire que leurs ancêtres sont des salauds, que tu vois, tu vas les attaquer par les berceaux et par les tombeaux. Tu vas leur dire que leurs ancêtres sont des salauds, que donc eux, par une logique totalement anti-française et totalement monstrueuse de responsabilité collective sur des crimes qui pour la plupart n'existent pas, on va te dire que tu hérites des crimes. Ça roule d'ailleurs, on te dit jamais que tu hérites de Chambord, de Versailles, de Marie Curie, de Denis Papin. Ça, on t'a déjà dit que t'en héritais de ça? Non, jamais. Tu vois, t'hérites de Laval et de Brasillac. Hein? Allez, si, à la rigueur de la Gégène en Algérie. Bon, si tu veux. Voilà. Donc, si tu veux, tu vois, comme dirait l'autre, on va faire un tube, la Gégène extraordinaire. Donc, tu vois, avec la voix de Claude François. Donc, si tu veux, c'était Laurent Jarrat qui avait fait ça avec la voix de Le Pen, tu vois, la Gégène extraordinaire, un sketch extraordinaire. Moi, j'en ai pleuré de rire. Mais ce qu'il faut, enfin, je veux dire, je suis bon public pour ce genre de conneries. Mais tu vois, on dit tes ancêtres sont des salauds, tes gamins vont polluer, on est d'accord. Et puis en plus, tes gamins, là, tu vois, c'est la dernière étude du CNRS, tes gamins, ils vont être fachos, masculinistes. C'est pour ça que là, dans la dernière étude, ils disent que les pères doivent pas jouer avec leurs petits garçons. Tu vois, donc, si tu veux, donc, tes gamins vont pourrir la planète, fracasser les femmes et pas être tolérants avec les immigrés, ils seront pas de bons Européens. Donc, mieux vaut que t'en aies pas, d'ailleurs. C'est plus simple. Et comme tes ancêtres sont des salauds, et puis toi, donc résultat, toi, on peut faire de toi ce qu'on veut, parce que tu vas enfanter des monstres, et t'es né des monstres. Donc toi, on peut faire de toi ce qu'on veut. Donc d'un côté, on va te presser comme une vache à lait de contribuable français, on va faire que ton pays va changer de visage à tes frais, et peut-être qu'on te pardonnera d'exister si tu acceptes de bien payer et puis d'être suffisamment près du sol. Ok? Et donc, comme tu te dis, ouais, mais t'intériorises le fait d'être un salaud. Alors évidemment, tu vas pas développer de sentiments communautaires. Quel effet ça va avoir sur toi? Ça va avoir un fait simple, c'est que comme le nous ne répondra pas, le je est responsable de tout le chaos du monde. Et face au chaos du monde, tu vas être brisé comme n'importe qui. Parce que dans une crise psychique, c'est la part collective qui répond dans l'être. C'est pour ça qu'on a besoin des autres quand on va mal. Et que souvent, on a tendance à s'isoler parce qu'on veut pas être un poids pour le groupe. On a le sentiment un peu comme des éléphants à la fin de leur vie, tu vois, qui s'éloignent vers le cimetière eux-mêmes. Ok? Tu vois? Parce que c'est le collectif qui doit répondre dans la tragédie, dans la tragédie individuelle. Comme je te l'ai dit, le tragique diffère du dramatique parce que dans le tragique, tu appelles vers le haut. Le haut, c'est pas nécessairement Dieu, hein. Le haut, c'est la communion humaine. Comme disait Régis Debray, faire d'un tas un tout. Le problème, c'est que toi, on t'interdit le tout. On t'interdit le tout parce que les mecs qui veulent te faire les poches, et là, ça regroupe tous nos sujets, hein. Le conflit ukrainien, c'est ça, tout ça, c'est ça. Les mecs qui veulent te faire les poches, ils doivent te détruire symboliquement pour faire de toi, tout simplement, un esclave. Tu vois? Et c'est ce que c'est la récompense d'un esclave. C'est l'alourdissement du poids des chaînes. Tu vois? Et pour y consentir, il faut que tu les détruis psychiquement. Le fouet sert à ça, hein. Tu vois, le fouet, c'est pas uniquement pour que l'esclave aille plus vite. Tu vois, c'est pour que l'esclave dise, je n'ai que le dos et lui, il a le fouet. Tu vois, tu naturalises une situation. Tu vois? D'où l'importance de l'épisode de Spartacus. Tu vois? Or, une fois que tu t'es isolé, on peut faire de toi ce que tu veux, puisque de toute façon, tu es face à des prédateurs qui, eux, sont en collectif. Et donc, tu peux même être un lion, mais un lion seul face à une armée d'hyènes tombera. Tu vois? Et donc, comme tu es isolé dans ta propre cité, qui n'a plus de chaleur, qui devient une cité froide, qu'est-ce que tu fais? Tu te tortures, tu te isoles à nouveau, il y a de moins en moins de collectifs, et donc toi, tu es responsable de tous tes malheurs. Il n'y a plus de malheurs collectifs, il n'y a qu'une somme de malheurs individuels, et toi, tu es face à tout ça. Et il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'enracinement, il n'y a plus d'avenir. Donc il n'y a plus de projection, et donc à la fin, il n'y a plus d'enfants. Tu penses que ça vient de là, Une la bonne partie, grosse oui, crise bien de sûr. la natalité Bien sûr. Ça et les moyens matériels. Car je rappelle que, avec l'immigration italienne, tout ce que tu veux, la France, 1870, 40 millions d'habitants, début du XXe siècle, 40 millions d'habitants, avec tous les immigrés que tu veux, et italiens, espagnols que tu veux, hein. Enfin, surtout italiens à l'époque. Ce qui a fait la différence, c'est le programme mis en place par le Front Populaire. On dit les allocations familiales, tu vois les salauds. Ils en sont à dire, oui, mais les politiques natalistes, c'est le maréchal Moustache, tu vois, il a bon dos, hein.
Il a bon dos. Hein, comme disait De Gaulle, travail, famille, patrie, il a jamais bossé, il a jamais fait de gosse, la patrie, il a donné au Boche. Mais ce qui était un peu dur, mais il y a des points qui n'étaient pas tout à fait faux. Or, c'est le Front populaire qui a fait les allocs familiales. C'est le Front populaire. Repris par Vichy, oui, mais Vichy, c'est quoi? C'est 80% de fonctionnaires du Front populaire. Raté, hein. Et repris par la France libre. Donc, repris et amplifié par la France libre. Donc, si tu veux, là, tu leur interdis l'avenir, tu leur interdis l'identification collective, tu leur interdis la fierté de soi qui fait que tu trouves normal, joyeux et beau de te donner dans le temps. Alors, c'est quoi se donner dans le temps? C'est simple, hein, les enfants, les œuvres. Sinon, la mort est la même pour tout le monde. Or, là, tu vois, tu as des tas de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, à la fois parce que ça liquide leur petit confort bourgeois mais ce confort ne les rend pas plus heureux. Pour preuve. Mais surtout, t'en as qui s'interdisent. C'est la seule voie de l'immortalité réelle que nous ayons. Quoi qu'en pense Elon Musk, qui d'ailleurs pratique les deux, et je pense que les 14 gamins qu'il a fait le rendront plus immortel que les implants dans le cerveau. Mais tu vois le problème. C'est que tu as isolé les Français parce que tu leur interdis la chaleur collective. Et tu leur interdis la chaleur collective pour une raison. C'est que toi, tu es un parasite, un prédateur. Et la seule chose que tu ne veux pas, c'est que le corps social se recoagule contre toi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train d'arriver. Et t'as trouvé un nom pour ça. C'est quoi une déglaciation émotionnelle qui refait une coagulation collective à la recherche de chaleur? Ça s'appelle en psychologie politique, ça s'appelle du populisme. Et en réalité, pourquoi ils nous détestent tant? Tu as remarqué d'ailleurs que les grands chefs populistes arrivent à créer une extraordinaire chaleur autour d'eux. Donald Trump, Nigel Farage. On dit c'est des hommes à poigne, machin, la verticalité, oui, mais pas uniquement. Tu as remarqué la chaleur qui se dégage de la cause commune autour de ces mecs-là? Et ils font pas ça par magie, hein. Ils sécrètent ça normalement. Tout simplement parce qu'ils recréent du lien au sein d'une société froide, procédurale, grise, et à la fin dégueulasse. C'est aussi pour ça que ces gens nous détestent autant. Parce qu'ils ont peur que nous soyons une des forces qui recoagulent le corps social contre eux. Corps social qu'ils sont en train de sucer. Et pour le sucer, il faut pouvoir le déprimer. C'est une guerre psychologique, hein, c'est ni plus ni moins. Tu vois, c'est une guerre psychologique qui repose sur quoi? Sur une profonde perversité qui fait que tu dois humilier, isoler, pour ensuite contraindre. Il y avait un mot pour ça dans la philosophie politique américaine qui est difficilement prononçable parce que son auteur est devenu un homme très à droite, mais elle est très juste. C'est si tu veux, c'est la tyrannie anomique. La violence du tyran sur la société dissoute. C'est exactement ça. Or, les Français vivent ça. Depuis Giscard, hein. À ton avis, pourquoi t'as tellement de gens qui vivent dans la nostalgie politique? Tu vois, tu prends l'exemple du culte de Philippe Séguin. Tous les ans, tu as remarqué, peut-être, c'est le seul homme politique décédé dont on fête la mort. T'as remarqué? Sur les réseaux, etc., il y a tant de temps, Philippe Séguin, etc. Tu sais pourquoi? Jean-Marie Le Pen sera certainement le second. Pourquoi? Je te parle de la période depuis 74. T'as vu beaucoup de gens fêter la mort de Giscard, toi? Fêter celle de Mitterrand? Fêter celle de Chirac? Tu vois? Pourtant, Séguin, c'est chaque année. Le Pen, ce sera chaque année. Je suis pas le péniste, pas le problème. Mais Le Pen, ce sera chaque année. Pourquoi? Parce que ces mecs-là ont recréé du collectif dans une époque qui le nie. Parce que ces mecs-là ont refait de la chaleur dans une époque froide. Et en réalité, les Français sont en demande de ça. C'est pour ça d'ailleurs que Macron nous singe. Tu l'as remarqué? Il parle de souveraineté, il reprend nos idées et après, il les avilit. Tout simplement parce qu'il est aussi en mission pour ça. Parce qu'il doit avilir ce qui permet de réduire, nos possibles. En réalité, il liquide nos marges de manœuvre pour l'avenir. Je veux bien qu'on me dise qu'il le fait patiemment, j'ai des doutes. Mais ce ne sont que des doutes, je ne peux pas le démontrer. Or, tu vois, les Français ont besoin de recréer ce collectif pour se sentir même individuellement mieux. Dernier point,
Les Français ont encore un grand legs cartésien. Tous ceux qui te raconteront des conneries sur, vous vous rendez compte, les Français se sont moins vaccinés que d'autres peuples d'Europe, donc ils sont moins rationnels que d'autres. Monde de cons. C'est parce que nous étions les plus rationnels. C'est pour ça que nous avons eu des Raoul, des Péronne, etc. Parce que nous sommes les plus rationnels. Et parce que vous n'êtes pas arrivés à nous faire à tous des conneries. Nous, la classe hystérique chez nous, la classe qu'on peut emmener, tu sais, comme les rats dans le conte d'Amelin, derrière le joueur de flûte, c'est les macronistes radicalisés, c'est-à-dire, c'est-à-dire 13% de l'électorat exprimé, donc une alliance de petits cons diplômés du supérieur, de boomers et de parasites. Tu vois, mais mis à part cela, les autres sont encore à peu près rationnels sur l'état du pays. Et leur malheur vient de là. Leur malheur vient de là. Parce qu'ils savent ce que la France a été, ce que la France pourrait être et ce que la France est. Sinon, ils diraient comme les boomers, ah, tu sais, en ski, c'est Churchill. Macron, quel homme, dirait Jack Lang. Mais tu vois, c'est ça. C'est parce que nous sommes les plus rationnels que ce monde, et particulièrement le monde ouest européen et le monde occidental d'un point de vue général, est devenu un asile d'aliénés. Et comme nous sommes des êtres encore rationnels dans un asile d'aliénés, nous sommes profondément malheureux car nous savons que ce monde ne tourne pas rond, que nous ne sommes pas à la place légitime qui est la nôtre. Le seul problème, c'est comme disait Michel Clouscar, c'est que dans ce monde qui est tellement déviant et qui nous a tellement mis bas par rapport à ce que nous pouvons légitimement être, tout est permis mais rien n'est possible. Et c'est là-dessus que l'intelligence française se fracasse et que naît le malheur français. Du coup, ce sera ma dernière question pour cet entretien. Si tu étais homme d'État aux plus hautes responsabilités, quelle serait la première mesure que tu ferais pour redonner du bonheur aux Français? Alors, ça, si tu veux, ça ne se décrète pas, ça se sécrète, ça. Déjà, il y a une chose que je ferais, si tu veux, c'est que je ferais exactement ce que François Mitterrand, preuve que, tu vois, je reste dans le possible, hein, ce que François Mitterrand a fait. C'est-à-dire que je ferai en sorte, non pas qu'on cache la vérité aux Français, jamais. C'est des adultes. Mais que par communication interposée, on leur rappelle souvent qui ils sont. Qu'on leur rappelle aussi qu'il y a des choses merveilleuses en France. Tu vois, je vais te donner un exemple. Pourquoi les gens ont tellement la nostalgie d'un mec comme Pernod? Pourtant, c'était un journaliste parmi d'autres. Mais il aimait tellement le pays qu'il envoyait ses équipes aux quatre coins pour te montrer combien la France est belle. Tu vois? Mais d'un certain côté, les Français doivent comprendre que la France est belle. Alors après, la première mesure, c'est très difficile. Mais pour recréer du collectif, t'as des tas de manières. Ça va du service militaire jusqu'au, je dirais pas une politique de balles de village, mais en tout cas, à aider à ce que les Français sortent de la solitude. Parce que faut pas oublier que sur la dénatalité, par exemple, toutes les études que nous avons de pays qui la vivent, c'est principalement des études japonaises et coréennes, qui sont allées très très loin dans la compréhension du phénomène, ça repose sur la solitude. Donc si tu veux, briser la solitude, briser l'enseignement et la communication de la haine de soi. Principalement. Mais surtout, de rappeler une chose aux Français pour ça. Il y a une politique, là pour le coup, qui est une politique même matérielle, une politique de salaire et autres. C'est que, la France n'est rien sans eux. Et qu'ils ne sont pas grand chose sans elle. Tu vois? Après, tu as tout un ensemble de mesures à faire qui vont de l'école au pouvoir d'achat. Mais surtout, et tous ceux qui ont vécu 58 te le diront, à l'exception de la question migratoire, et encore la question migratoire, on avait des dizaines de milliers de clandos turcs. Je te dis, De Gaulle a quand même créé un préfet à l'immigration qui avait ordre de virer tout le monde. Donc on avait quand même un problème migratoire, mais pas du tout de l'ampleur que nous avons. Mais à l'exception, la France de la 4ème République était ruinée. Elle avait une classe politique médiocre. Des dignitaires étrangers régnaient chez nous. Je te rappelle que, même si on peut aimer le personnage, Shimon Peres, en tant que dignitaire israélien, avait un bureau au Quai d'Orsay. Pourquoi?
Et Shimon Peres est un homme remarquable intellectuellement, ça ne pose aucun problème personnel. Je dis juste qu'il aurait tué suédois, c'était le même souci. L'ambassadeur des États-Unis était le bienvenu au Conseil des ministres, on ne comprend pas pourquoi. Tu vois, le 19% du budget par an partait en Algérie. 19%, tu vois la gueule. Tu vois, tu dépensais 5 euros, t'en avais un pour l'Algérie. Hein. On est d'accord ? Bien. Donc, si tu veux, la France était exsangue financièrement, et tous ceux qui ont vécu 58 te le diront. Quand le vieux est revenu, en quelques mois, tout le monde s'est remis d'équerre. Alors que la société pourrissait. Hein. T'avais les balais bleus, balais roses, ceux qui cherchent trouveront sur cette horrible histoire, t'avais tout ça, tu vois. Le problème des Français, c'est que dès que tu as quelqu'un, si tu veux, la France, c'est le pays en philosophie politique de la légitimité. C'est le pays où tu peux dire à un homme qui t'a fait roi. Dans les autres pays, tu peux pas. Parce que le mec te dira, je suis né comme ça, je t'emmerde. En France, qui t'a fait roi? Et le pire, c'est que Macron aurait pu l'être, Sarkozy aurait pu l'être. Le problème, c'est qu'ils sont jamais entrés dans le costume. Parce que c'est des petits mecs. Parce qu'ils se rehaussent pas à la hauteur d'un pays comme celui-là. Mais quand les Français reconnaissent la légitimité, ils sont prêts à faire beaucoup de choses. Tu vois? Et là, pour le coup, tu peux le faire en sorte qu'ils se redressent eux-mêmes. Tu vois? Là, si tu veux, c'est vraiment une politique entière à faire. Mais je pense que le premier point, c'est le discours qu'on a sur nous-mêmes. Car moi, c'est ce que je dis en cas de prise de pouvoir des nationaux. Nous n'aurons pas le choix. Frapper. Je sais que je suis nationaliste et je sais quelle est la seule limite des nationalistes français. C'est que nous vivons le mythe de l'union sacrée. Moi aussi, hein, comme les autres. Les nationalistes français ne veulent jamais diviser la patrie. Jamais. Quand ils sont obligés de le faire, leur cœur saigne. C'était le cas pour De Gaulle, c'était le cas pour Maurras, c'était le cas pour nous tous. C'est-à-dire que pour nous, chaque homme peut être français à un moment de sa vie, peut avoir besoin de la mère patrie. C'est pour ça qu'on tend la main à tout le monde. Parfois, on nous renvoie des mains dans la gueule. Je suis bien placé pour le savoir. Or, mais on est comme ça parce que notre nationalisme fait que la terre de nos enfants peut disparaître. Tu vois, cette incertitude de soi consubstantielle à la France. C'est pour ça qu'on n'aime pas la guerre civile, nous. On la déteste plus qu'autre chose. Elle est rare. Et qu'elle est encore heureux. Or, le problème, si tu veux, c'est que là, nous n'aurons pas le choix. Il faudra dégommer une partie de la classe journalistique. La dégommer politiquement, financièrement. Personne touchera un cheveu de personne. C'est pas ça le problème. Mais tu vois, pour changer le discours sur la France. Car si tu veux, les Français ont besoin d'entendre ce dont ils sont capables. Et dernier point, tu sais, face à ça, qui va se poser? Une partie de la très haute bourgeoisie. Et je vais dire pourquoi. Parce que comme aujourd'hui, elle a tous les traits d'une bourgeoisie comprador latino-américaine qui vend son pays à l'encan. De voir les Français se recoaguler, ils vont chier dans leur froc. Tu vois? Parce qu'on dit, c'est drôle, ils votent à droite à cause du portefeuille, mais pourquoi ils ont des mœurs de gauchistes? Ils sont pas des mœurs de gauchistes. Vous êtes cons. Ils trouvent un point positif dans les mœurs de gauchistes. C'est que les mœurs de gauchistes sont dissolvants. Et donc le corps social ne se recoagule pas contre eux et contre leur parasitisme. Tu vois, ils ne portent pas les forces de décadence. Ils font corps avec ces forces de décadence pour les opposer contre le monde, comme disait Nietzsche. Tu vois, si les Français reprennent confiance en eux-mêmes, tu vas avoir une partie, tu sais, des gens, parce que nous attaquons pas assez à eux. On s'attaque aux petits profs gauchistes qui racontent des conneries à nos enfants, c'est vrai, mais on s'attaque jamais au discours dégueulasse d'une partie de la petite bourgeoisie qui dit que les Français sont rien, que les Français bossent pas assez, les Français sont des merdes. Et tu vois, nous on pense que ces gens-là un jour voteront pour nous. Tu parles? Jamais. Parce que ils terminent comment leur discours? Nous, tu vois, on est tellement des soumis à une partie de la classe du capital qu'on n'écoute même pas jusqu'au bout. Ouais, les Français ils travaillent pas assez, ils foutent rien, etc. Et puis à la fin, tu le laisses dégueuler. Et à la fin, ils terminent par quoi? Ah, finalement, on a besoin des immigrés. Vrai ou faux?
Qui Tu vois nettoiera vos chiottes, qui Et à la fin, nettoie ça se vos termine rues. par qui nettoiera tes chiottes. Ouais. Tu vois. Or, toute la francophobie doit être combattue, pied à pied. Parce qu'en plus, souvent, elle repose sur du vent. C'est une idéologie de raté. Tu vois, c'est une idéologie d'ancien vendeur de bagnoles d'occasion de Bayonne. Tu vois, c'est une idéologie pour Jean-Michel Apathy. Tu vois, donc si tu veux, c'est une idéologie de raté. Tu vois, de raté de gauche, de raté de droite, mais c'est une idéologie de raté. Nous devons réapprendre à notre peuple sa grandeur. Sinon, nous en sortirons pas. Et ça nécessite aussi d'être dans des tas de combats où les souverainistes sont, tu vois, qui sont les combats historiques, qui sont les combats mémoriels, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut pas lâcher un mètre de terrain, tu vois, là-dessus. Or, malheureusement, on avorte à peu près sur tout, tu vois, et résultat, on ne fait que réagir. Tu vois, on n'a même pas de politique de la mémoire. On n'a même pas de politique historique. Tu vois, là, on réouvre un ou deux bouquins parce que les Algériens nous font chier. Alors qu'il faut mettre la pression sur la totalité de l'histoire de France tout le temps. Parce que l'ennemi n'entend pas s'endormir. Et nous, on ne fait que réagir comme une sorte de géant endormi qui, tu vois, on lui gratouille la patte et il envoie des coups de patte. Tu vois, c'est nous qui avons à illustrer ce que nous sommes, à l'apprendre aux nôtres. Et quand tu regardes la situation telle qu'elle est, tu vois, même nous, en tant que médias alternatifs, on n'en parle pas assez. T'as des tas de trucs super en France. Tu vois, moi, je vais te donner un exemple. Hier, on m'envoie un truc. T'as une association de Niçois qui veulent élever une statue à un grand résistant niçois. L'atelier Missor. Voilà, Non, c'est ça l'atelier Missor. On les embrasse, je les connais bien. Ils sont des mecs remarquables. Bon, bah tu vois, ça existe. Et ça, des initiatives comme ça, t'en reçois tous les jours, j'en reçois tous les jours. Le problème, c'est qu'on se dit, les gens aiment tellement l'anxiété, ils aiment tellement le cortisol, qu'on va commenter ce qui fait mal, parce qu'on se dit que si on commente ce qui va bien, les gens vont zapper. Tu vois, tellement ils sont drogués à l'anxiété, tu vois. N'oublie pas que, tu vois, le générique du JTTF1, tu regarderas d'un point de vue musical, c'est une version remasterisée des Dents de la Mer. C'est vrai? Oui, bien sûr. Pourquoi? Pour jouer sur l'angoisse. C'est une idée de TF1 ou dans les années, à la fin des années 80. Donc, si tu veux, tu vois, on aime jouer sur l'angoisse. Tu vois, c'est la droite Charles Villeneuve. La France a peur, Mokhtar est dans la rue. Et le problème, c'est que nous, on a pris ça. J'aime beaucoup CNews, mais c'est quand même l'esprit de CNews. Tu vois, on est passé de Balavoine quand on arrive en ville et à quand Mouloud arrive en ville. Tu vois, mais à un moment, il faut arriver à remettre de la positivité. Si tu me permets de conclure sur un point, parmi tous les patriotes français, il y en a un qui a écrit un livre là-dessus. Il n'a pas eu le temps de le finir vu qu'il a été exécuté par nos ennemis à la mort dans l'attentat de Charlie. C'était Bernard Maris. Et il a écrit un ouvrage sur le bonheur d'être qui s'appelait Souriez, vous êtes français. Et c'est là où il faut qu'on arrive, tu sais, parce que nous, on a un nationalisme du devoir. Mais ça, c'est toute l'histoire du nationalisme français, tu vois. C'est Barrès, c'est Maurras, c'est De Gaulle. C'est-à-dire que, or, Maris, tu sais, Maris, un écrivain truculent, hein, il était marié à la fille de Maurice Genevoix, hein. Donc, si tu veux, il avait cette mémoire-là, hein. Maurice Genevoix, c'est quand même le grand écrivain des Hommes de 14, hein. Donc, il avait cette mémoire, comme nous. Mais lui, il y additionnait quelque chose, et il disait, mais oui, mais la France, c'est pas que ça. La France, c'est la bouffe. La France, c'est le cul. La France, c'est les femmes. La France, c'est les paysages, c'est les copains, c'est vivre. Et tu vois, parfois, je me dis que on l'aime, notre nationalisme stoïque, et tu vois, on aime notre nationalisme très, tu vois, très. Le problème, si tu veux, c'est que le nationalisme est aussi une amitié. La France est aussi une grande famille. Et parfois, contrairement à ce que disait Monsieur Bernard-Henri Lévy, il faut faire la guerre en l'aimant. Merci infiniment, Pierre-Yves Rougeron. Je rappelle à mon audience que Pierre-Yves Rougeron est président du Cercle Aristote. Cercle Aristote, c'est aussi une chaîne YouTube, des grands entretiens passionnants, des invités fabuleux. Merci infiniment d'avoir Merci à toi, mon camarade. participé à cette conférence. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien que je vous mets en description et bénéficie de 4 mois offerts et de 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies grâce à CyberGhost VPN. Vous pouvez essayer ça, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Levez les yeux, le monde est beau. Time!